Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à cette conférence sur l'impact des technologies de l'information et des communications sur la formation des juristes au Québec, constat préliminaire et piste de réflexion pour l'avenir. Alors, je m'appelle Pierre-Luc Désiel, je suis professeur à la faculté de droit à l'Université Laval et c'est moi qui aura la responsabilité aujourd'hui d'animer cette conférence, d'opérer les transitions, de faire en sorte que toute la conférence se déroule bien. Alors, la conférence d'aujourd'hui va se décliner en deux temps. Alors, dans un premier temps, nous allons vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée par Hélène Zimmermann, sociologue et professionnelle de recherche à la faculté de droit de l'Université Laval, Sacha Del Occhio Delpech, qui est étudiante à la faculté de droit de l'Université Laval, et par moi-même aussi. Donc, une étude qui porte sur l'impact des technologies de l'information et des communications sur la formation des juristes au Québec. Une étude que nous avons publiée il y a quelques jours, mais que nous avons conduite au cours des 3 dernières années à la faculté de droit de l'Université Laval. C'est une étude qui a aussi bénéficié du support financier du ministère de la Justice du Québec et qui s'inscrit également dans la lignée des travaux de l'OBVIA, donc l'Observatoire international sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle et du numérique, et du projet AJC, Autonomisation des acteurs de la justice, du laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Donc, dans un premier temps, comme je vous dis, on va présenter cette étude-là. On aura une présentation de Hélène Zimmermann et moi-même d'environ 30 minutes, 30-35 minutes, et nous passerons ensuite à une courte période de questions. Dans un deuxième temps, le deuxième grand bloc finalement de notre conférence aujourd'hui, nous aurons un panel présidé par Maître Patricia Gingras, qui est avocate à la direction du droit des technologies de l'information et de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice. Et ce panel va se pencher sur la thématique de la formation des juristes aux nouvelles technologies, réflexion prospective. Donc, avant de commencer, nous aurons quelques mots de bienvenue, quelques mots d'introduction de certains de nos partenaires et amis. Donc, je souhaite donc, dans un premier temps, donner la parole à Maître Patrick Gingras, qui est directeur de la Direction du droit des technologies de l'information et de la propriété intellectuelle au ministère de la Justice. Donc, Maître Gingras, la parole est à vous. Merci, professeur Désiel. Bonjour à tous. Bonjour à M. le secrétaire associé à la transformation numérique et du dirigeant principal d'information, M. le bâtonnier, M. le directeur général de la Chambre des notaires du Québec, Mme la doyenne, professeur Désiel, professeur Larouche, chers collègues et participants. Enfin, je suis très heureux d'être enfin arrivé à cette journée tant attendue du lancement de l'étude du professeur Désiel sur l'incidence des technologies de l'information sur la formation des juristes. D'entrée de jeu, je vous le souligne, j'ai un parti pris pour le sujet. Depuis ma maîtrise en droit des technologies de l'information en 2000, et même bien avant, j'ai toujours eu un intérêt pour les technologies. Tout au long de ma carrière, j'ai touché au droit des technos, à temps partiel au tout début, mais à temps plein depuis maintenant quelques années. À ce sujet, encore aujourd'hui, je salue l'initiative du ministère de la Justice d'avoir créé, il y a quelques années maintenant, une direction spécialisée en droit des technologies de l'information et de la propriété intellectuelle au sein du ministère, et ce, afin de développer et maintenir cette expertise. Comme l'énonçait la dernière enquête Net Tendance de l'Académie de transformation numérique diffusée il y a quelques jours déjà, dans un monde où près de 3/4 des adultes québécois ont utilisé l'Internet pour interagir avec le gouvernement du Québec, une connaissance juridique s'avère, à mon avis, nécessaire et pertinente pour les juristes, tant du secteur public que du secteur privé. Avec cette étude du professeur Désiel, qui devait à l'origine faire plus ou moins une cinquantaine de pages et durer 1 an, nous avons maintenant, notamment compte tenu de la pandémie, et de la nature du sujet qui a sûrement donné quelques nuits blanches au professeur Désiel, une étude à jour, détaillée, pertinente et qui a surtout fait l'objet d'une excellente méthodologie, notamment puisqu'elle a impliqué les juristes, les professeurs ainsi que les étudiants. La pratique du droit en droit des technologies de l'information a grandement évolué depuis mon admission au barreau, où l'enjeu de l'heure était le fameux bug de l'an 2000. C'est maintenant plaisant de voir que de nombreux juristes s'intéressent maintenant à ces questions. Les nombreuses conférences qui ont lieu sur le sujet, pensons à l'égalité ou à la semaine du numérique qui s'est tenue la semaine dernière, le démontrent bien. Outre l'expérience professionnelle que tout juriste acquiert, la formation des juristes quant aux technologies d'information, tant à l'université que dans le monde professionnel, laisse place, à mon avis, à des pistes d'amélioration. Il existe des enjeux relativement à, d'une part, la connaissance des technologies par les juristes, notamment aux fins du traitement d'un dossier, que ce soit pour la preuve ou le respect des exigences juridiques afférentes au développement et à la mise en place d'un projet technologique, ou même à l'utilisation d'une technologie particulière, et d'autre part, à l'utilisation des technologies par les juristes eux-mêmes, notamment la connaissance de divers logiciels pour les aider dans leur pratique,
ou quant au respect des règles déontologiques. Il y a place, à mon avis, à de l'innovation et l'étude du professeur Désiel brosse un portrait de la situation qui, je l'espère, nous permettra d'avoir de belles discussions. En terminant, je remercie de nouveau le professeur Désiel. Je remercie aussi les panélistes d'avoir accepté de participer au panel et souhaitons-nous de beaux échanges. Bonne conférence à tous. Alors, merci beaucoup, Maître Gingras. À mon tour de vous remercier aussi pour votre patience et vos conseils tout au long de l'étude, parce que comme vous le mentionnez, ça devait être au départ une étude d'une 40aine de pages qui devait durer 1 an. Et effectivement, le sujet était tellement riche, on avait tellement de choses à aller chercher, tellement d'informations à aller chercher, que finalement, ça s'est déroulé sur 3 ans, puis on vous a remis un rapport d'environ 200 pages au lieu de 40. Mais donc, merci beaucoup pour vos conseils, votre confiance, mais aussi votre patience tout au long de ce processus-là. Donc, je cède maintenant la parole à Mme Anne-Marie Laflamme, qui est professeure à la faculté de droit de l'Université Laval, mais aussi surtout doyenne de cette faculté. Donc, Mme la doyenne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et la parole est maintenant à vous. Alors, merci Pierre-Luc pour cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Je salue particulièrement, évidemment, nos invités, nos panélistes invités, Monsieur le secrétaire associé à la transformation numérique du Conseil du Trésor et dirigeant principal d'information, Monsieur Rodrigue, Monsieur le bâtonnier du Québec, Paul Mathieu, Maître Stéphane Brunel, le directeur général de la Chambre des notaires et professeur Larouche de l'Université de Montréal. Merci de vous joindre à nous pour échanger sur ce sujet si important. Bienvenue, évidemment, nos diplômés, nos étudiants, nos collègues qui sont en grand nombre. On a plus de 200 personnes aujourd'hui, ce qui montre toute la pertinence de cette étude et de cette activité. Alors, à l'heure où les technologies sont plus présentes que jamais dans nos vies, hein, on peut difficilement le cacher, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir en grand nombre à cet événement qui nous permet de réfléchir ensemble à un enjeu tellement important, l'impact des nouvelles technologies dans la formation des juristes au Québec. L'étude lancée aujourd'hui par le professeur Désiel et son équipe, c'est le fruit d'une collaboration, on l'a entendu, avec le ministère de la Justice du Québec, mais ça s'inscrit aussi dans la foulée d'échanges que j'ai entamés avec Maître Patrick Gingras alors que j'arrivais en poste à titre de doyenne en 2017. Patrick, tu nous pousses à nous dépasser, à voir plus loin, à innover. J'entretiens souvent des discussions avec toi pour bien comprendre les enjeux et voir comment, comme doyenne, je peux intégrer ça dans la formation de nos futurs juristes. Alors, merci d'avoir donné l'impulsion à cette étude. Évidemment, un grand merci au ministère de la Justice pour cet appui précieux qui permet de soutenir la recherche sur un thème aussi crucial. Alors, évidemment, ce lancement est aussi l'occasion de confirmer l'importance que la faculté accorde aux enjeux liés aux technologies et sa volonté d'affirmer son leadership dans le domaine. Les technologies posent au droit des défis considérables tout en ouvrant de nouvelles possibilités. Comme le montre l'étude, elles ont un impact sur la pratique du droit, mais aussi sur le contenu et sur la substance du droit. Que ce soit par le recours à l'intelligence artificielle, l'utilisation des données massives, la protection des renseignements personnels, la preuve électronique ou le recours à la chaîne de blocs, les juristes de tous les domaines doivent innover et tirer profit des nouvelles technologies. Ce n'est pas un choix, en fait, c'est un constat que l'on doit faire. Et durant les prochaines années, je souhaite réellement que la faculté soit au cœur des réflexions et des transformations engendrées par l'avènement des technologies dans le milieu juridique et plus globalement dans la société en général. Mais pour ça, il faut nous outiller, puis il faut préparer les nouvelles générations. Les technologies redéfinissent la formation universitaire, l'expérience des étudiants et la recherche dans toutes les sphères. Le lancement de l'étude tombe à point puisqu'il s'inscrit dans le vaste chantier de la révision institutionnelle des programmes de notre faculté qui a confirmé la nécessité de bonifier l'offre et les contenus de cours afin de faire une plus large place aux technologies. Cet objectif s'inscrit aussi dans la foulée des orientations stratégiques de la faculté de droit et du plan stratégique de l'Université Laval, qui en font tous les deux un objectif prioritaire. Pour faire face à ce défi, la faculté peut compter sur l'expertise diversifiée de près de 10 professeurs dont les champs d'intérêt touchent de près à ce domaine. Sur le plan de la formation, la faculté compte actuellement une douzaine de cours aux 3 cycles qui intègrent en tout ou en partie des enseignements sur le droit des nouvelles technologies. La faculté offre un cheminement bidiplômant d'une durée de 12 mois à la maîtrise avec mémoire portant sur la propriété intellectuelle et les technologies numériques en partenariat avec l'Université Paris-Sud. Et la faculté offre aussi un micro-programme de 2e cycle en droit des technologies de l'information et des communications qui permet de répondre plus spécifiquement aux besoins de la pratique professionnelle tout en donnant l'occasion aux étudiants d'obtenir une attestation de 2e cycle.
sur le plan de la recherche, de nombreux projets concernent le droit des nouvelles technologies à la faculté et plusieurs centres et chaires intègrent de multiples activités sur ce thème dans leur programmation scientifique. Toutes ces activités-là témoignent d'une grande vitalité dans ce secteur et de nombreuses retombées positives qui vont se poursuivre durant les prochaines années. La faculté est aussi très fière de la création en mai dernier de la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs en partenariat avec la Chambre des notaires du Québec. Dirigée par la professeure Charlène Bouchard, cette chaire est la toute première au pays à s'intéresser à ces nouvelles technologies sous l'angle du droit. Avant de laisser la parole au professeur Desiel et à Mme Zimmermann qui vont vous présenter l'étude, je souhaite remercier nos conférenciers et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Bien sûr, le professeur Desiel, Mme Zimmermann, Maître Patrick Gingras, le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal, ainsi que l'équipe des communications de la faculté, composée de Mme Marie-Michel Pelletier, Guylaine Verrette et Christine Dompierre. Le soutien de toutes ces personnes est essentiel afin de maintenir les liens si précieux entre la faculté et ses partenaires. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle conférence aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la doyenne, et à mon tour aussi de vous remercier pour l'appui et le support que la faculté nous a offert à l'équipe de recherche tout au long du projet. C'était vraiment très apprécié. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, on va passer au premier... on est dans les temps, donc on va continuer sur cette lancée. On va passer au premier bloc, finalement, de notre conférence aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Peut-être me confirmer qu'on voit très bien, Madame. Parfait, très bien, merci. Alors, premier bloc aujourd'hui, on va vous présenter, Hélène Zimmermann et moi, les principaux résultats de l'étude que nous avons menée au cours des dernières années. Je tiens à souligner aussi qu'on a pu se fier à la participation et au travail de Satchel Del Olio Delpech, qui est étudiante à la faculté de droit à l'Université Laval, qui ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, mais je tenais à souligner son travail et sa coopération dans le cadre de cette étude-là. Donc, présentation de l'étude, comme on vient de le dire, c'est une étude sur laquelle on a travaillé depuis environ 3 ans. L'étude est publique depuis quelques jours. C'est une étude assez volumineuse au final qui fait environ 200 pages. Il y a un nombre considérable de tableaux, un nombre considérable de graphiques. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter certains des constats principaux, les principaux résultats auxquels on est arrivé. L'objectif est aussi un peu de placer la table pour le panel qui va suivre. Donc, évidemment, on n'aura pas le temps de toucher à l'ensemble des résultats ou l'ensemble des faits saillants, des faits de cette étude-là. On a eu un peu de mal à essayer de synthétiser notre pensée pour rentrer dans les 30 minutes qui sont prévues aujourd'hui. Mais on a néanmoins décidé, je vais voir si ça fonctionne. Décider d'axer notre présentation aujourd'hui sur 4 principaux points. Je vais juste m'assurer qu'on voit l'ensemble de la diapositive sur 4 principaux points. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter les objectifs et les méthodes de la recherche que nous avons employées dans le cadre de cette étude-là. Dans un deuxième temps, on va vous présenter certains des résultats principaux relativement à la connaissance des technologies de l'information et à l'utilisation de ces technologies-là par les juristes au Québec. Dans un troisième temps, on va passer aux principaux constats sur la formation qui est aujourd'hui offerte aux juristes en matière de technologie de l'information, mais aussi certains des résultats qu'on aura obtenus sur les perspectives d'avenir, l'opinion des juristes, des étudiants, des professeurs sur la manière dont devrait peut-être évoluer la pratique juridique, la formation à la pratique dans un contexte technologique aujourd'hui. Dans un quatrième et dernier temps, on a décidé de faire certains points de focus sur des domaines peut-être ou des enjeux peut-être un peu plus particuliers. Donc, un premier focus sur l'intelligence artificielle, l'utilisation, la connaissance, les besoins en matière d'intelligence artificielle au Québec pour les juristes aujourd'hui. Les besoins immédiats qu'on pourrait qualifier, en tout cas en matière de formation aux technologies de l'information aujourd'hui, et l'importance du rôle de la confiance, mais aussi du regard critique à l'égard des technologies de l'information dans le cadre de la formation des juristes aux réalités technologiques contemporaines. Donc,
Je vais vous présenter la première partie sur les objectifs et les méthodes de la recherche. Hélène Zimmermann va vous présenter les points 2 et 3 et je reviendrai par la suite pour vous présenter le 4e point sur nos points de focus. Et par la suite, comme on vous le disait, on pourra prendre certaines questions que vous pourrez formuler par le biais du chat. Donc, voilà. Premier point, donc les objectifs de l'étude. On avait des objectifs, à mon sens, assez vastes, mais assez ambitieux aussi. Donc, aujourd'hui, avec les contraintes de temps qu'on a, on n'aura peut-être pas l'occasion d'apporter des éléments de réponse ou des éléments de réflexion pour chacun de ces points-là, mais peut-être pour vous mettre en appétit sur l'étude de manière générale. L'étude poursuivait 6 objectifs principaux. Donc, dans un premier temps, on voulait vraiment identifier et puis comprendre les pratiques actuelles des juristes en matière d'utilisation ou de connaissance des technologies de l'information. Donc, c'était vraiment important pour nous de, puis je vais vous le présenter un petit peu plus tard avec notre méthodologie de recherche, de voir aujourd'hui, c'est quoi le paysage technologique, qu'est-ce que les juristes font en termes d'utilisation des technologies de l'information, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc, c'était notre premier grand objectif. Deuxième grand objectif était de cerner les attentes des juristes en matière de formation en technologie de l'information. Donc, d'aller vraiment vers elles et vers eux, de voir vraiment ce serait quoi leur souhait, qu'est-ce qu'ils voudraient voir émerger dans le paysage juridique québécois en termes de formation aux technologies de l'information pour la suite des choses. Donc, c'était notre deuxième objectif. On va partager certains éléments de réponse sur ce point-là un peu plus tard. Dans un troisième temps, c'était de partager avec l'ensemble de la communauté juridique certaines des bonnes pratiques adoptées par les juristes. Donc, on est allé voir les juristes, comme on vient de vous le dire, on a dialogué, partagé avec eux. Il y a des juristes qui utilisent déjà les technologies de l'information, qui ont des pratiques ou même des modes d'enseignement ou des modes d'études même qui sont axés, qui utilisent ou qui ont recours aux technologies de l'information. Donc, on voulait déjà voir, ce serait quoi les bonnes pratiques en matière d'utilisation de ces technologies de l'information-là et avec la publication de l'étude, d'être en mesure de partager avec le reste de la communauté juridique ces bonnes pratiques-là. Dans un quatrième temps, il y a différentes parties prenantes, évidemment, qui ont un rôle important à jouer en matière de formation aux nouvelles technologies de l'information dans ce débat-là, qu'on parle des facultés de droit, des ordres professionnels, des juristes eux-mêmes ou même des employeurs. Donc, on voulait aller voir un peu dans un premier temps quelles étaient les attentes des juristes à l'égard de ces différentes parties prenantes-là et quel rôle ces parties prenantes-là pouvaient jouer dans la formation des juristes aux nouvelles technologies dans le paysage actuel. Dans un cinquième temps, identifier des pistes de solutions à envisager pour garantir une formation qui pourrait être plus adéquate ou meilleure, le cas échéant. Donc, quelles pourraient être les pistes de solutions? C'est un peu aussi l'objet du panel qui va suivre. Donc, on va essayer de mettre la table dans cette première partie sur ces enjeux, sur ce point-là. Et dans un dernier temps, de contribuer à l'avancement des connaissances sur l'utilisation des technologies de l'information au Québec. C'est-à-dire qu'au Québec, on trouvait dans notre revue littérature qu'il y avait plus ou moins de données qui étaient à jour, de collecte systémique finalement, sur les pratiques ou l'utilisation des technologies de l'information en matière dans le paysage juridique actuel au Québec et donc de peut-être contribuer à l'avancement de ces connaissances-là en dressant déjà un premier portrait global. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, on a déployé différentes méthodes de recherche, une stratégie de recherche qui était résolument empirique. Comme on vient de vous le dire, notre objectif n'était pas simplement de théoriser un peu la formation, mais vraiment d'être au jour et d'aller chercher des données empiriques sur les pratiques actuelles des juristes québécois en matière d'utilisation des technologies de l'information, quelles sont leurs préférences, leurs besoins, leurs intérêts en regard à ces technologies de l'information-là. Donc, vraiment une démarche où les résultats dont on va vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas juste en fait notre opinion ou ce qu'on pense qu'il devrait être, mais vraiment, c'est le fruit d'un dialogue avec les juristes qu'on est allé consulter, avec qui on a échangé. Donc, on avait, dès le départ de
notre recherche, identifié 3 publics cibles, 3 groupes, trois populations, si vous voulez, qu'on voulait aller sonder, vers qui on voulait aller. Donc, dans un premier temps, vraiment les praticiens, les notaires, les avocats, les avocates, ceux qui pratiquent le droit, qu'est-ce qu'ils avaient à dire sur la formation des juristes en matière de technologie de l'information. On voulait aller voir les professeurs aussi, mais on voulait aller voir aussi les étudiants, donc ceux qui aujourd'hui sont formés. Donc, c'était vraiment les 3 publics cibles qu'on visait et on a procédé à 2 phases importante de collecte de données. La première était une phase un peu plus de données quantitatives. Donc, on a fait circuler un sondage en ligne, un questionnaire finalement. Il y avait 3 formulaires ou 3 questionnaires différents, un pour les praticiens, un pour les étudiants, un pour les professeurs, qui comprenait environ 40 ou 50 questions par questionnaire. Donc, vraiment des questionnaires qui allaient sonder nos 3 publics cibles sur leurs préférences, leurs intérêts, leurs pratiques en matière d'utilisation des technologies de l'information. Et donc, on a obtenu au total 519 réponses à ces questionnaires-là, donc des réponses qu'on a traitées avec le logiciel SPSS. C'est Mme Zimmerman qui était surtout en charge de faire ce traitement statistique-là, mais donc un échantillon quand même assez important, quand même assez considérable de réponses. On a aussi fait une phase de collecte qualitative pour compléter cette approche plus quantitative. Donc, notre objectif était d'aller dans chacune des facultés de droit québécoises, mais aussi de la faculté, la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa et d'organiser des groupes de discussion, en fait des focus groups, avec les professeurs et les étudiants de ces différentes facultés-là. Donc, on a fait 10 groupes de discussion. Peut-être juste préciser qu'on les a fait pour la plupart en personne, donc on s'est vraiment déplacé. Au printemps dernier, on a dû basculer en ligne finalement, donc on a fait quelques-uns de ces focus groups-là aussi par le biais de Zoom. On a fait aussi 19 entretiens individuels avec des praticiens. Donc, on a opté pour le format plus d'entretien individuel plus que de groupe de discussion avec les praticiens pour être sûr d'avoir une forme de confidentialité ou aussi, en quelque part, de pouvoir fermer l'échange puis d'avoir une communication peut-être plus franche et honnête avec les praticiens sur leur pratique, leur utilisation au quotidien de technologies de l'information. Et donc, pour ces résultats-là, on a surtout employé des méthodes un peu plus techniques, un peu plus traditionnelles de codage et d'analyse du contenu. Donc, peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que c'était vraiment une démarche empirique. On essaie d'aller voir, de tâter le pouls de ce qui se passe actuellement. On a adopté des stratégies qualitatives, quantitatives. On a traité ces données-là. Donc, encore une fois, ce n'est pas notre opinion ou nos préférences, mais vraiment, on essaie de faire ressortir l'état actuel du paysage en matière de formation en technologie de l'information au Québec. Donc, on va passer au deuxième point. Maintenant, vous présentez les résultats de ces recherches-là. Et donc, je vais céder la parole à ma collègue Hélène Zimmerman pour qu'elle vous présente le point 2 et 3. Donc, Hélène, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup. Alors, on va donc commencer par s'intéresser à la connaissance perçue et à l'utilisation des technologies par les juristes qui ont répondu à notre étude. Alors, premièrement, un résultat intéressant, c'est que les personnes qui ont répondu à l'étude ont fait preuve globalement d'un intérêt marqué pour les technologies. De façon générale, c'est près des 3/4 des participants qui ont fait preuve d'un intérêt élevé ou très élevé, et donc ils sont très rares à exprimer un intérêt faible à l'égard des technologies. Cet intérêt, il se manifeste, on va le voir dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie quotidienne, dans la vie personnelle, hein, par exemple, dans l'usage des technologies pour le divertissement, dans les réseaux sociaux, l'accès à l'information. Alors, certes, de façon variable, selon les générations, selon les profils, mais globalement, c'est quand même une utilisation d'éthique qui ressort aussi dans la vie quotidienne. Un autre élément important dans le cadre de l'étude, c'est que, là encore, une majorité des juristes qui ont répondu considèrent qu'il est important de rester à jour en matière de technologie. On voit que le pourcentage est élevé, 85,6%. Par contre, que cette mise à jour représente tout un défi, qu'il s'agit d'un exercice difficile. À cet égard, un élément qui est ressorti, c'est qu'en matière
de mise à jour, les juristes s'appuient essentiellement sur eux-mêmes, le font de manière indépendante, par exemple par leur lecture personnelle, en consultant des sites Internet, voire en se formant par des capsules vidéo ou des webinaires, que le bouche à oreille aussi, tout l'aspect des relations professionnelles à travers les collègues ou à travers les ressources que peuvent constituer les associations professionnelles spécialisées, par exemple, sont également des sources d'informations importantes. Donc, ce n'est pas une formation, une mise à jour nécessairement par des voies institutionnelles, mais plus de manière autonome et indépendante, avec le défi que ça peut représenter. Donc, on retient que cet intérêt, il y a un intérêt manifeste. Pour aller un petit peu plus avant, qu'en est-il de la connaissance perçue par les répondants de ces différentes technologies? Alors, on avait soumis une liste d'outils qui étaient susceptibles d'être utiles pour les praticiens en droit aux différentes personnes qui ont répondu. Et un élément qui ressort de façon majeure, comme vous pouvez le voir sur le graphique, c'est que les différents outils en question sont très diversement connus par les juristes, et le type d'outil qui est vraiment de manière très dominante connu, ce sont les outils d'aide à la recherche. En revanche, comme vous voyez, les autres types d'outils, donc qui peuvent devenir de manière assez récurrente dans la littérature, dans la pratique, on voit qu'ils sont beaucoup moins perçus comme étant connus, à l'exception peut-être des outils de gestion électronique de la preuve qui sont un petit peu connus, mais de façon générale, de manière beaucoup moins importante que les outils d'aide à la recherche. Si on poursuit notre exploration, on avait également identifié un certain nombre de technologies et on demandait aux participants d'évaluer la connaissance qu'ils en avaient. Ce qu'on voit, c'est que si on regarde les quatre bandes inférieures, donc les différentes technologies sont, plus elles sont complexes, finalement, moins elles sont connues. Quand on va de l'adresse IP à l'intelligence artificielle, puis à la chaîne de blocs, puis à l'informatique quantique, on voit que le niveau de connaissance perçu diminue. Et que par ailleurs, de manière générale, le niveau de connaissance perçu est assez limité. Par ailleurs, vous voyez la première bande du graphique qui concernait la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui là aussi fait l'objet d'une connaissance perçue assez limitée, à l'exception de la part des professeurs. Donc, globalement, les juristes semblent avoir une connaissance modérée et ciblée de certains outils et de certaines technologies. Qu'en est-il maintenant de leur utilité perçue? Eh bien, il ressort qu'une majorité de juristes, vous voyez à peu près 84%, estiment que la connaissance des technologies est nécessaire pour leur pratique. Par ailleurs, il ressort que pour une majorité de participants, le fait de connaître les technologies et les technologies en soi ne représentent pas une forme de spécialisation de la profession. Donc, il s'agit bien d'un enjeu qui est transversal aux différents profils, aux différents types de pratiques. Et puis, finalement, toujours dans le même ordre d'idée, une majorité de participants estiment que la connaissance des technologies est nécessaire pour la pratique du droit, là encore, au-delà des diversités de formes et de types de pratiques. Si on passe à la diapositive suivante, pour creuser un peu plus cet aspect-là, on avait soumis différentes propositions plus spécifiquement aux professionnels, donc aux praticiens, en leur demandant d'évaluer dans quel contexte, dans quel cadre les technologies pouvaient être, selon eux, utiles pour la pratique du droit. Alors, on voit qu'il y a quand même plusieurs aspects pour lesquels, effectivement, les praticiens qui ont répondu estiment que les technologies peuvent être utiles. Alors, vous voyez les premières barres, nécessaires, les TIC sont nécessaires à la pratique, les technologies permettent d'exercer la profession avec plus d'efficacité, les technologies permettent d'avoir une meilleure connaissance du droit et un accès plus facile au savoir juridique pertinent.
Également, les technologies apparaissent comme étant susceptibles de te permettre de travailler plus efficacement avec les clients ainsi qu'avec d'autres parties dans le cadre d'un dossier. En revanche, les avis sont plus mitigés concernant l'automatisation de certaines tâches routinières ou l'intérêt des technologies pour réduire les coûts d'opération. Si on poursuit dans cette exploration, oui, merci Pierre-Luc, tu peux passer à la diapositive suivante. Un aspect également important et qui prolonge ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux outils d'aide à la recherche. On a vu que c'était des outils qui apparaissaient comme particulièrement bien connus et de fait, ce sont ceux aussi qui sont susceptibles d'être davantage utilisés, hein, puisqu'on a près des 3/4 des répondants qui ont estimé utiliser régulièrement les outils d'aide à la recherche. On voit que les proportions, par contre, sont résiduelles pour toutes les autres catégories d'outils, à l'exception, là encore, peut-être des outils de gestion électronique de la preuve, dont une proportion un peu plus élevée, quoique quand même limitée, 12,5% de participants ont estimé qu'ils avaient déjà utilisé ces outils. Mais c'est vraiment les outils d'aide à la recherche qui apparaissent les plus fréquemment utilisés, donc non seulement les plus connus, mais les plus utilisés. Alors, si on passe maintenant à un autre thème, donc pour une troisième partie, en se penchant plus spécifiquement sur la question de la formation, et on va commencer par les constats sur la formation actuelle. Donc là, il y avait des questions qui étaient en particulier soumises aux étudiants, donc pour savoir quelle était leur perception de la formation qu'ils recevaient ou qu'ils avaient reçue jusqu'à présent concernant les technologies, donc dans le cadre de leur baccalauréat en droit. On voit qu'une majorité d'étudiants estiment que l'étude des technologies dans leur parcours de premier cycle, donc de baccalauréat en droit, est importante, mais que par contre, une majorité également pense que la formation actuelle dans le cadre de leur baccalauréat ne leur permet pas nécessairement de bien comprendre les enjeux qui sont soulevés par les technologies, en particulier sur le plan de la substance ou du contenu du droit, puisque les attentes à l'égard des facultés sont essentiellement concernant le contenu du droit par opposition à des connaissances plus pratiques. De manière complémentaire, on demandait également aux étudiants dans quel contexte finalement ils avaient reçu cette formation dans le cadre de leur baccalauréat droit, cette initiation aux nouvelles technologies. On voit que c'est essentiellement dans le cadre de séminaires ou de conférences ouvertes aux étudiants ou encore de cours à options spécialisés ou orientés directement sur les technologies. Si on poursuit en se demandant maintenant de manière plus idéale ou dans l'avenir quel serait le type de cours auquel les facultés devraient avoir recours pour former aux technologies. On voit que parmi les différentes formules qui étaient proposées, déjà aucune formule ne fait nécessairement l'unanimité quand on compare les étudiants, les praticiens et les professeurs, mais celles qui retiennent le plus d'intérêt, toutes catégories de participants confondus, ce sont les cours directement orientés sur les technologies et les séminaires, conférences ouverts aux étudiants. Alors, il y a certaines variations dans les attentes entre les étudiants, les praticiens et les professeurs, mais de manière globale, c'est l'aspect qui ressort. On peut passer peut-être à la diapositive suivante. Là, on demandait toujours dans l'idée d'avoir un portrait un peu de la formation actuelle, donc comment les praticiens se forment, mais aussi quelles attentes ils ont à l'égard de la formation. On voit que la majorité des praticiens ont des attentes, mobilisent plutôt, comme on l'a dit, ils se forment essentiellement par eux-mêmes, de manière autonome, par exemple par Internet ou par le biais de leurs relations professionnelles. En revanche, le rôle des facultés et dans une moindre mesure des ordres professionnels et des employeurs est moins important puisque
une majorité sont en désaccord avec l'idée qu'ils se forment en sollicitant des formations dispensées par les facultés, par les ordres professionnels ou par leur employeur. Ensuite, si on essaie d'avoir une vision globale donc de la répartition des contributions entre une formation initiale continue donc dans les facultés et une formation continue donc une fois rentrée dans la pratique, finalement, ce qui ressort en particulier de l'analyse des réponses à des questions ouvertes, donc où les personnes pouvaient exprimer leur opinion, bien c'est qu'il pourrait y avoir donc une formation qui débuterait, aux technologies qui débuterait donc dès le baccalauréat, donc dans le cadre des facultés de droit, mais qui se poursuivrait par le biais d'une formation continue. Et cette formation continue, on a recueilli plusieurs éléments d'information pour préciser un peu comment elle devrait être envisagée. Donc, il ressort qu'elle pourrait être obligatoire, qu'elle devrait être plus facilement accessible à la fois du point de vue des coûts, mais aussi des modalités d'accès, par exemple pour les personnes qui ne résident pas dans les grands centres urbains, et puis qu'elle pourrait faire, on a eu une proposition en ce sens, l'objet d'une insertion, d'une inscription dans le cadre de la formation à l'éthique et à la déontologie. Alors, je vais clore cet aspect-là pour passer la parole au professeur Désiel qui va passer au point de focus sur lesquels terminer la présentation. Merci beaucoup, Hélène. Donc, dernière section de notre brève présentation de ce matin, quelques points de focus, quelques points d'intérêt peut-être un peu particuliers sur l'intelligence artificielle, les besoins immédiats et l'importance du rôle de la confiance et du regard critique à l'égard des technologies de l'information. Donc, premier point sur l'intelligence artificielle et l'autonomisation des tâches, qui n'est pas exactement la même chose finalement, mais qu'on a essayé de grouper un petit peu ensemble. Le premier constat qu'on a vu, ou qu'on a pu observer, c'est un décalage entre la réalité sur le terrain et ce que la littérature spécialisée va nous dire. Donc, dans le cadre de nos revues littérature, ce qu'on a vu, c'est que les auteurs, commentateurs faisaient grand état de l'importance et de la grande présence de l'intelligence artificielle, de sa capacité à vraiment révolutionner le paysage juridique en termes de pratique, en termes de formation, que ça allait être un élément excessivement important et qui suscitait un petit peu une certaine forme d'excitation de la part des commentateurs et des juristes. Alors, sur le terrain, ce qu'on a vu quand on a parlé aux juristes qu'on a consultés est que l'intelligence artificielle n'était pas vraiment perçue comme un enjeu central sur le plan de la formation. Ce qu'on a vu, c'était un appétit peut-être un peu limité pour l'intelligence artificielle aujourd'hui, que le niveau de connaissance et d'utilisation des outils, soit d'autonomisation des tâches ou d'intelligence artificielle, était relativement ou somme toute assez limité. Donc, on a essayé de creuser ça, voir un petit peu c'était quoi les principaux obstacles finalement, qu'est-ce qui explique ce décalage-là finalement. Et un des facteurs qui est ressorti relativement souvent dans les entretiens individuels qu'on a faits, mais aussi dans les groupes de discussion, était la disponibilité, voire même la pertinence de ces outils-là dans un contexte québécois. C'est-à-dire que plusieurs des outils dont on fait état dans la littérature ou qu'on connaît finalement sont des outils qui sont développés pour le marché américain ou pour le marché du Canada anglais, et donc c'était des outils qui étaient peut-être pas très visibles ou peu disponibles ou peu pertinents dans un contexte québécois, notamment en vue des particularités du droit québécois. On a vu aussi, on a eu certains témoignages par rapport à des expériences qui étaient peu concluantes par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Donc, il y a certains juristes qui ont expérimenté avec ces outils, mais qui nous ont dit que ce n'était pas très efficace, qu'il y avait des ratés, que c'était quelque chose qui était le résultat n'était peut-être pas toujours à leur convenance. J'ai une citation que je vais vous traduire un petit peu plus tard, que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc, une question d'expérience peut-être un peu concluante qu'on expérimente avec ces techniques-là, et notamment sur le point de l'efficacité. Ce qu'on a beaucoup entendu aussi, c'était que le milieu juridique était un milieu assez conservateur. Finalement, un milieu conservateur qui était peut-être un peu résistant à certaines formes de transformation rapide de sa pratique. J'ai préféré, ou
où on a préféré, dans le cadre de l'étude, parler peut-être un peu plus de prudence. C'est-à-dire que ce qui se cachait souvent sous ce terme de conservatisme était vraiment une notion de prudence. Les juristes ou les praticiens surtout sont par nature très prudents. Hein, et il y a cet enjeu-là de comment on pourrait dire, de l'opposition entre le résultat très standardisé qu'amène l'autonomisation des tâches ou l'utilisation d'outils qui prévalent de techniques d'intelligence artificielle et le souci de personnalisation d'un service que les juristes vont vouloir offrir à leurs clients. Donc, les outils d'autonomisation des tâches vont être très efficaces, très bons pour générer des gabarits, générer des modèles un peu standards. Et ce que plusieurs juristes nous ont dit, c'est que eux, dans le cadre de leur pratique, ils ont besoin d'ajuster certaines choses. Ils ont, notamment quand on parle d'aide à la rédaction, d'ajuster des contrats au millimètre près, vraiment que chaque service qu'ils vont faire va vraiment être personnalisé en fonction des services du client et donc qu'une approche qui est très standardisée finalement n'est pas très valable dans leur contexte et donc dans une optique où il y a une forme d'efficacité limitée, on préfère être assez prudent avec l'utilisation de ces outils-là. Donc peut-être une des premières leçons, c'est que c'est pas tant une forme de conservatisme à mon avis qu'une forme de prudence. Il y a aussi peut-être ce qu'on a vu beaucoup dans les entretiens qu'on a faits, une réticence aux prémices assez sensationnalistes ou alarmistes, finalement, de ces technologies-là, comme quoi il va y avoir un remplacement de l'avocat, une transformation radicale de la profession juridique. Donc, on peut comprendre dans un contexte comme celui-là qu'il y a une réticence à adopter des technologies qu'on pourrait nous présenter comme venant nous remplacer ou changer du tout au tout notre pratique. Même si, et c'est ce qu'on a vu même au niveau statistique, que la majorité des juristes ne pensent pas que les technologies de l'information peuvent aujourd'hui accomplir de manière aussi bonne ou meilleure qu'un avocat ou qu'un notaire certaines tâches qui lui sont réservées. On a vu par contre qu'il y a peut-être un certain succès, on pourrait dire, notamment en termes d'autonomisation, pour des tâches plus répétitives, des tâches peut-être un peu plus cléricales, finalement, la génération de rapports en termes de comptabilité, la facturation, la notification, certaines choses comme ça qui sont peut-être un peu plus, qui se prêtent un peu plus à un format standardisé, à une forme d'autonomisation des tâches. Mais donc, premier point de focus, un décalage quand même assez clair finalement entre les promesses de la littérature spécialisée, qui est une littérature très américaine finalement, et les réalités sur le terrain au Québec. J'ai deux citations pour vous qui vont peut-être illustrer ce propos-là. Je vais peut-être vous les lire rapidement, même si vous les voyez à l'écran, qui sont tirés des entretiens individuels qu'on a faits. Donc, dans l'entretien numéro 13, notamment sur cette idée de l'efficacité des tâches, finalement, une praticienne nous disait qu'il est certain que j'aimerais ça, donc utiliser des outils dont on parlait d'aide à la rédaction automatisée. J'en ai déjà essayé un, mais sincèrement, le résultat m'a fait tellement peur. Je relisais le document et je me disais non, ce n'est pas ça. Finalement, je vais le changer et le réécrire à côté. S'il était possible d'avoir un logiciel que je pourrais personnaliser, donc encore cette forme de personnalisation, ça faciliterait mon travail. Si l'automatisation faisait bien le travail, je n'aurais aucun problème à faire autre chose. Mais tant et aussi longtemps que je ne suis pas satisfaite du résultat, je vais préférer le faire à la main parce que c'est mon nom qui est au bas des documents. Donc, vous voyez un peu cette notion de prudence, cette notion de responsabilité aussi, mais cette notion c'est pas tant une réticence à l'utiliser qu'une certaine forme d'insatisfaction face au résultat qui est fourni. Deuxième point ou deuxième citation qui va peut-être me permettre de faire le passage sur mon prochain point, sur ce décalage entre ce qu'on trouve en termes d'intelligence artificielle dans la littérature spécialisée et ce qu'on trouve sur le terrain. Je vais vous dire, je suis loin de ça, l'intelligence artificielle, elle va peut-être s'imposer à moi, mais pour le moment, c'est le dernier de mes soucis. J'aime bien penser que je peux faire mes recherches par moi-même plutôt qu'avec une machine. Par contre, de mieux connaître la suite Office et tout l'usage que je pourrais en faire à des fins professionnelles comme avocate, de mieux comprendre le concept de nuage et les questions de sécurité qui y sont liées, pour moi, je me sens très arriéré sur ce plan-là. Et ça ne m'empêche pas de me servir d'un ordinateur depuis 30 ans, tous les jours de ma vie. Donc, deuxième point, c'est ce qui me permet de faire le pivot, les besoins peut-être un peu plus actuels, un peu plus immédiats en termes de formation aux technologies de l'information au Québec aujourd'hui ne se situe pas dans les outils très
j'ai envie de dire, fancy finalement d'autonomisation, d'intelligence artificielle, mais des besoins peut-être un peu plus concrets, notamment en termes de maximisation des retombées positives que l'utilisation d'outils bureautiques assez traditionnels, finalement, qui ne sont pas des outils développés pour la pratique juridique, peuvent générer. Donc, l'utilisation de la suite Office, par exemple, la maximisation de comprendre bien comment Word peut faire, comment la suite Outlook peut fonctionner, toutes les possibilités qu'on peut avoir derrière tout ça. C'est quelque chose qui est revenu relativement fréquemment, finalement, de dire, avant de tomber dans l'intelligence artificielle, il faudrait peut-être déjà bien maîtriser ces outils-là qui sont à notre disposition. Il y a aussi tout un enjeu, et vous pouvez aller voir dans l'étude sur la sensibilisation par rapport aux enjeux que peuvent soulever l'utilisation de l'info nuagique, notamment en matière de respect des obligations déontologiques, entre autres sur le plan de la confidentialité. Donc, l'enjeu de comment est-ce qu'on utilise l'info nuagique, quels peuvent être les risques en matière de confidentialité. On a vu qu'il y avait en quelque part 3 groupes ou 3 sous-segments de notre population qui étaient mis en évidence. La première était celle et ceux qui étaient conscients des enjeux que l'info nuagique peut soulever, qui étaient conscients de ces enjeux-là, qui étaient capables de les gérer, qui étaient au courant, qui trouvaient des solutions qui étaient adaptées à leurs besoins sur ce point-là, mais c'était une population qui était relativement, somme toute, assez limitée. Il y avait plusieurs participants et participantes qui n'étaient pas du tout conscients de ces enjeux-là. Et là, on voyait peut-être un petit sentiment d'urgence dans leurs yeux ou dans leur voix de se dire « Ah, ben OK, c'est pas n'importe quel service d'info nuagique qui peut garantir la confidentialité. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? » Et il y a celles et ceux qui étaient au courant finalement des enjeux, mais qui ne savaient pas nécessairement comment leur faire face finalement, comprenaient ces défis-là, mais qui ne savaient pas comment faire une lecture technologique des choses pour être sûr d'utiliser des solutions qui amènent pas plus de soucis que de bénéfices, finalement. Donc, un enjeu sur la bureaucratique, l'info nuagique, mais aussi sur la signature électronique. Ce que plusieurs praticiens et praticiennes nous ont dit, c'est que ça serait intéressant de mieux former les juristes aux réalités de la signature électronique, qu'il y ait une plus grande utilisation, que la valeur légale de la signature électronique soit peut-être un peu plus claire pour eux, qu'il y ait plus d'informations sur ce côté-là, mais aussi de s'assurer de nourrir la confiance des clients face à ces nouveaux outils-là, puis on va parler de confiance un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que dans chacun de ces cas-là, donc que ce soit pour les outils de bureautique, de l'info nuagique ou de la signature électronique, il y avait quand même pas mal de documents, une documentation quand même assez fournie qui existait, qui était mise à la disposition des praticiens et des praticiennes par les ordres professionnels. Il y a plusieurs guides qui existent, un certain nombre de documents PDF finalement qui existent. Donc, ça nous est amené à poser la question peut-être de la découvrabilité de ces sources-là. Donc, elles existent, mais force est de constater finalement que leur existence n'est peut-être pas connue de tout le monde. Et donc, il y aura peut-être un enjeu de découvrabilité ou de promotion de ces guides-là ou même de sensibilisation aux enjeux pour qu'on aille vers cette documentation-là. Et il y a peut-être un enjeu aussi en termes de formation, sur le caractère finalement de former avec des documents PDF. Au cours des entretiens, des groupes de discussion, on a beaucoup vu peut-être de propositions pour des capsules vidéo, des conférences, quelque chose qui n'est peut-être pas un document plus statique, mais une forme de visionnement finalement plus que de lecture. Donc, je vous ai parlé un peu de confiance et pour conclure, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait articuler la formation de demain. Et on l'a articulé peut-être en fonction de la confiance et de 3 temps ou 3 principaux temps de la confiance qui représentent 3 principaux temps de cette formation-là ou de grands jalons pour une formation pour l'avenir des choses. Donc, la première qui est vraiment cette phase d'éveil et de sensibilisation aux enjeux technologiques. Donc, l'idée, c'est peut-être d'éviter qu'il y ait une confiance aveugle dans les technologies de l'information, c'est-à-dire de se dire qu'il y a une solution technologique, nécessairement, c'est bon, c'est utilisé, il doit y avoir que des avantages qu'on peut ressortir de tout ça. Donc, déguiser aussi le regard critique à l'égard des technologies de l'information, c'est-à-dire, oui, il y a des bénéfices, il y a des choses intéressantes avec les technologies de l'information, mais il peut aussi y avoir certains enjeux qui sont soulevés, certains risques, certains écueils qu'il faut éviter, et donc de nourrir ou déguiser ce regard critique à l'égard des technologies de l'information.
Pour ce faire, ce qu'on a vu, plusieurs juristes nous ont dit que ce serait peut-être important de ne pas juste savoir comment utiliser une technologie, mais de comprendre comment elle fonctionne un peu. Si on lève le capot, qu'est-ce qui se passe en dessous et qui va nous permettre de peut-être un peu plus comprendre ou d'identifier les avantages et les désavantages que leur utilisation peut entraîner ou peut occasionner. On a vu beaucoup de juristes qui nous ont dit en fait qu'il va falloir nourrir ce regard critique-là pour prendre conscience de certains des angles morts qui se trouvent dans qui sont mis de l'avant par ces technologies de l'information-là. L'info nuagique est un de ces grands chantiers-là. Donc, l'idée, c'est de voir que les technologies de l'information, ce n'est pas une fin en soi, hein, c'est vraiment un moyen qui permet d'atteindre ses objectifs et donc de bien comprendre les objectifs, de bien comprendre ses besoins. Et donc, que cette première phase d'éveil de sensibilisation, d'éviter cette confiance aveugle-là et doit être débutée dès le baccalauréat en droit et donc est une première entrée en matière qui doit être faite par les facultés de droit. Peut-être un point que j'ai oublié, et là je vois le temps qui passe, mais je pense que c'est important aussi. Plusieurs personnes nous disaient qu'on peut avoir cette conception-là que les générations plus jeunes qui sont nées avec la technologie, il n'y a pas des besoins particuliers de formation parce qu'ils les connaissent déjà et les utilisent sur une base régulière. Mais il y a cette importance-là de quand même bien les former puis d'éveiller leur regard critique pour que justement, c'est peut-être ces générations-là qui vont avoir tendance à avoir une confiance peut-être plus aveugle envers les technologies de l'information parce ils baignent déjà dedans. Et donc, que l'idée qu'il ne soit pas nécessaire de former les générations plus jeunes aux technologies de l'information, pas vraiment une idée qu'il faut mettre de l'avant. Au contraire, il y a un besoin de formation même pour ces générations plus jeunes-là. Donc, première phase, éveil et sensibilisation. Deuxième phase, accompagnement et mise à jour. Donc, on a une phase d'éveil, de sensibilisation, mais par la suite, ce n'est pas juste d'éviter la confiance aveugle envers les technologies, mais aussi de nourrir la confiance des juristes par rapport à leur propre capacité d'utiliser certaines technologies de l'information, de montrer comment c'est possible de les accompagner pour qu'ils soient en mesure d'identifier les enjeux que peuvent soulever certaines technologies, d'identifier leurs propres besoins, hein, c'est-à-dire vraiment, les technologies doivent répondre aux besoins des praticiens ou des juristes de manière générale, donc d'être capable d'identifier ses propres besoins, de trouver une solution qui est adaptée et de pouvoir se saisir de ces opportunités-là, d'avoir une certaine confiance, d'être capable d'aller vers les technologies, d'être capable d'identifier les écueils qui doivent être évités, puis d'être outillé pour éviter ces écueils-là pour maximiser les retombées positives de l'utilisation des technologies de l'information. Il y a encore ce défi de rester à jour qu'on a vu souvent. Donc, les technologies avancent très rapidement, avancent à un rythme assez effréné finalement. Donc, on peut faire une entrée en matière en technologie de l'information, mais tout au long du parcours ou de la carrière, qui est la majorité du temps finalement, il doit y avoir aussi une mise à jour qui doit être faite. Ça représente un défi, mais il y a l'importance derrière tout ça aussi de la formation continue qui peut être offerte par les autres professionnels, mais aussi par les facultés de droit, par les employeurs et même par le contexte professionnel finalement à travers des réseaux professionnels ou l'entraide entre collègues. Donc, Hélène en a parlé un petit peu plus tard, un peu plus tôt. Je passais sur ce point-là. Donc, vraiment un accompagnement pour identifier les besoins ou pour être capable d'identifier des besoins, d'identifier des solutions possibles, mais aussi d'avoir cette confiance en soi pour expérimenter avec certaines technologies. Il y a aussi le point, on l'a dit tout à l'heure, de la documentation et de la découvrabilité. Il y a déjà pas mal d'informations qui existent. On a pu voir qu'elle n'était peut-être pas toujours connue ou maîtrisée par les juristes. Donc, première phase, plus d'éveil, sensibilisation. Deuxième, d'accompagnement et de mise à jour. Et la troisième qui, là, je vois une erreur dans ma diapositive, encore accompagnement et mise à jour. En fait, non, c'est l'importance du dialogue interdisciplinaire, finalement, donc de l'ouverture sur l'autre. Et donc là, ce n'est pas juste d'avoir pas une confiance aveugle dans les technologies de l'information, pas juste avoir une confiance en soi, mais avoir aussi une confiance en l'autre. C'est-à-dire que à travers nos recherches, ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est que l'idée, il n'y a pas ce besoin ou même ce désir de devenir, on est juriste, on ne veut pas devenir un expert en technologie de l'information, on ne veut pas devenir un expert, ce n'est pas une question de spécialisation, Hélène en a parlé un petit peu plus tôt, chacun son corps de métier, on n'est pas un expert en technologie de l'information, il y a des experts, mais il faut qu'on soit capable de collaborer
et de dialoguer avec ces experts-là pour qu'ils puissent nous amener l'aide nécessaire, qu'on puisse interagir avec eux, qu'on puisse comprendre certains enjeux, mais qu'on puisse dialoguer pour identifier des solutions. Donc, vraiment, cette importance de la confiance en l'autre aussi, de ce dialogue interdisciplinaire-là. Alors, au cours de l'étude, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'une des bonnes pratiques, justement, c'est d'être capable de collaborer avec des experts dans d'autres disciplines, mais pour ce faire, bien, ça prend nécessairement un vocabulaire de base. Hein. Ça prend des notions de base pour être capable de parler, d'aller vers l'autre, de pouvoir formuler c'est quoi nos besoins, de pouvoir évaluer les solutions qu'on nous propose. Donc, il y a toute cette question au niveau de la formation des juristes, de peut-être les doter d'une terminologie de base, d'un vocabulaire de base qui puisse être à l'aise avec cette terminologie-là, qui va être nourrie nécessairement par les 2 phases précédentes aussi, mais qui vont pouvoir leur permettre aux juristes d'aller vers les autres, de ne pas avoir à se spécialiser, mais d'être capable d'échanger avec les autres aussi. Donc, très certainement, là, bien, il y a le rôle peut-être des facultés, évidemment, des ordres professionnels, mais peut-être aussi le rôle du juriste lui-même, finalement, hein, d'aller vers l'autre, de dialoguer avec l'autre. Dans certains cas, le rôle de l'employeur aussi, c'est-à-dire de pouvoir trouver des solutions et de les implanter au sein de son cabinet. Donc, c'est un petit peu notre tentative, là, je vois encore le temps qui avance, sur la formation un peu de demain que nous, on présente, ou un peu de synthétiser à la lumière des résultats qu'on a eus en 3 phases, qu'on a articulé autour de la notion de confiance et de la notion du regard critique à l'égard des technologies de l'information. Donc, voilà pour la présentation. Peut-être qu'on peut prendre un 5-10 minutes avant de passer au panel pour des questions. Donc, évidemment, comme je vous disais, on n'a peut-être pas eu le temps de passer en revue les 200 pages de notre étude, mais peut-être certains des points saillants sont mis en lumière. Est-ce que, si vous avez des questions, peut-être qu'on n'aura pas le temps de toutes les prendre, peut-être 1 ou 2 questions que vous pouvez formuler par le biais du chat. On va pouvoir y répondre. Et sinon, je reste toujours ouvert. Si vous voulez m'envoyer un courriel pour une question, ça va me faire plaisir d'y répondre aussi. Pas de questions? Toujours différent un petit peu par Zoom. C'est un petit peu comme dans les cours dans certains moments. Quand on parle beaucoup, c'est difficile de se mettre peut-être en mode question. Donc, je vois une question de M. Maître Antoine Alwin. Bonjour. Donc, je suis curieux sur l'info nuagique. Est-ce que certaines personnes étaient au courant de l'offre développée par le barreau en la matière? Ça rejoint un petit peu l'enjeu de découvrabilité. Donc, nous, évidemment, on l'a vu, on était au courant. Et quand on en parlait, il y a des solutions d'info nuagique aussi, de solutions électroniques pour emmagasiner l'information. On s'est rendu compte qu'il y avait... c'était pas tout le monde, pour répondre rapidement, qui était au courant, mais quand ils savaient ou quand on leur disait que ça existait, finalement, ils étaient très preneurs, finalement. Se disaient, ah oui, ça existe, c'est intéressant, est-ce qu'on peut avoir le lien, est-ce que vous pouvez nous faire le suivi de l'information? Donc, c'est là que ça nous a permis de dire qu'il y avait peut-être un enjeu de découvrabilité, que ce n'était pas un manque d'appétit, finalement, mais que c'était un enjeu peut-être de découvrabilité ou de savoir que ça existait déjà dans un premier temps. Une fois que ça existait, les gens étaient assez curieux. Donc, voilà. Pouvez-vous nous parler du possible décalage entre la pratique et le monde universitaire contre une priorité de la formation aux technologies de l'information? Hélène, je ne sais pas si tu voulais, je ne veux pas couper la parole non plus, j'ai certains éléments, je ne sais pas si tu voulais... Tu peux y aller, vas-y. Je ne voulais pas monopoliser non plus. Oui, donc, ce débat-là, c'est beaucoup axé en fonction de... on est revenu sur le fameux débat de c'est quoi le rôle d'une faculté de droit? Est-ce que c'est le rôle d'une faculté de droit est de former surtout à la substance du droit ou vraiment de former à la pratique? Et ce qui est assez intéressant de ce côté-là, c'est qu'on a eu des retours à la fois du milieu professionnel et à la fois du milieu universitaire. Et dans le milieu professionnel, il y a plusieurs praticiens, plusieurs employeurs même qui nous disaient que eux, ils ne percevaient pas le rôle de la faculté comme quelque chose qui devait les préparer nécessairement ou qu'on devrait mettre l'emphase beaucoup sur l'aspect pratique. Que quand ils arrivent sur le milieu pratique, en tout cas en termes d'employeurs, qu'eux-mêmes allaient former
les praticiens que dans leur propre pratique ou dans leur cabinet ou même en solo, il y a certaines technologies qui sont utilisées, qui sont développées in-house, comme on pourrait dire, et qu'on ne s'attend pas nécessairement à ce que les étudiants sortent avec vraiment un bagage pratique déjà en termes de technologie de l'information qui est très développé. Il y a une pluralité d'outils qui se trouvent sur le marché. Donc, on se dit de toute façon, même se familiariser avec un ou deux outils, finalement, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être transposable facilement dans le milieu de la pratique? Dans le milieu universitaire, il y a plusieurs étudiants qui nous ont dit que finalement, eux, ils n'avaient pas l'intention de développer l'aspect pratique au sein de l'université, que dans le rôle de l'université, c'était d'apprendre les grands principes de droit, de les familiariser avec la substance du droit, donc peut-être de l'impact de technologie de l'information sur la substance du droit, pas tant sur la pratique, de développer des réflexes finalement, et que ce n'était pas le rôle qu'il ne fallait pas, il y a un étudiant, je me rappelle, qui a dit qu'il ne fallait pas que la pratique externalise la formation pratique au sein des facultés de droit, que les facultés de droit, c'était vraiment plus un lieu pour apprendre sur la substance du droit, les grands principes qui vont pouvoir être transposables dans n'importe quel contexte par la suite des choses. Donc, c'est là où c'est à partir de ce type de constat-là aussi qu'on a vraiment développé cette idée de développer ou de donner aux étudiants et les étudiantes un regard critique sur les technologies, de les informer ou de les sensibiliser, de développer une terminologie de base, finalement, qui va pouvoir être transposable dans le milieu pratique, tout dépendamment des outils qui peuvent être utilisés ou des nouveaux outils qui émergent. Dernière question. Croyez-vous que les résultats de l'étude seraient un peu différents après un an de pandémie, considérant que le milieu n'a pas le choix de mettre à profit les technologies pour poursuivre leur activité? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai envie de répondre. C'est vrai que quand on la rédigeait, finalement, on venait de basculer dans le mode en ligne. On l'a inclus un peu dans la discussion des résultats. Évidemment, tout ce qui était sondage, c'était un peu différent. Peut-être qu'on poserait les questions différemment aussi, ou le type d'outils qu'on mobiliserait serait un petit peu différent pour les questions. Mais ce qu'on a vu, je pense que peut-être le résultat serait différent, surtout au niveau de la signature électronique. Il y a plusieurs choses qui se sont faites en termes de signature électronique ou même de visioconférence. Des guides qui ont été publiés par les associations professionnelles sur l'importance, la sensibilisation à la signature électronique. On ne peut pas se rendre en personne, la poste va peut-être un peu moins vite en ce moment. Comment est-ce qu'on fait pour signer, clore des dossiers? Donc, je pense que s'il y avait quelque chose de différent, ça se situerait beaucoup à ce niveau-là. Je pense que nous, on changerait un petit peu les questions aussi. C'est vrai que pour être honnête, plusieurs des questions, on les a posées, on les a formulées à la lumière de notre revue de littérature, qui était une revue de littérature qui était beaucoup sur intelligence artificielle, outils d'autonomisation, des outils très fancy finalement qu'on trouvait dans la littérature, alors que là, qu'on voit qu'il y a des besoins qui sont peut-être ailleurs en faisant un autre travail qui serait sur Microsoft Office, sur l'info nuagique, sur la signature électronique qui n'était pas vraiment dans notre champ de vision au début, peut-être de manière générale, puis ça serait accéléré avec la pandémie, on aurait des résultats qui seraient peut-être un peu différents. Ouais. Ça répond à votre question, Maître Gingras? Parfait. Donc, peut-être que justement, ça fait une parfaite introduction parce que je vais maintenant céder la parole à Maître Gingras pour le panel. Donc, Maître Gingras, qui est avocate à la direction du droit des technologies de l'information et de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice. Maître Gingras va être en charge d'animer le panel. Donc, merci beaucoup, Maître Gingras, d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice et je vous cède maintenant la parole. Merci. Merci, professeur Désiel. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais à mon tour souhaiter la bienvenue à nos 4 panélistes qui ont généreusement accepté de se joindre à nous pour partager leurs réflexions en lien avec l'étude du professeur Désiel et de son équipe de recherche. Je rappelle qu'on a la chance de compter parmi nous aujourd'hui Maître Stéphane Brunel, qui est notaire et directeur général de la Chambre des notaires du Québec. Maître Paul-Mathieu Grondin, avocat et bâtonnier du Québec au Barreau du Québec. Maître Pierre Larouche, avocat et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, et Maître Pierre E. Rodrigue, qui est notaire, secrétaire associé à la transformation numérique et dirigeant principal de l'information au secrétariat du Conseil du Trésor. Alors, bonjour à vous tous et bienvenue.
Alors, on va disposer d'à peu près 40 minutes là, pour échanger au cours du présent panel qui s'intitule « La formation des juristes aux nouvelles technologies, réflexion prospective ». Dans un premier temps, on aimerait entendre vos réactions par rapport aux résultats de l'étude. Et dans un deuxième temps, vous serez invité à partager vos réflexions quant aux meilleures pratiques et aux pistes d'avenir pour la formation des juristes aux technologies de l'information et des communications qu'on appellera les TIC. Pour les participants, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions dans le chat. Je vais essayer de les suivre là, au fur et à mesure. Donc, je vais juste changer mon affichage pour voir les conférenciers. OK. Donc, on va parler d'abord de vos réactions par rapport aux résultats de l'étude. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut lancer la discussion. Sinon, je vais y aller en fonction de l'apparition dans mon écran. Alors, peut-être Maître Larouche? Oui, merci. Je suis très heureux tout d'abord d'avoir été invité à participer au panel. À l'Université de Montréal, je suis professeur en droit et innovation et je dirige l'option doctorale Innovation, Sciences, Technologies et Droit. Donc, ce sont des questions que je suis par intérêt et professionnel. Et je suis aussi vice-doyen au développement et à la qualité des programmes, donc en charge de la réforme du premier cycle. Donc, c'est des questions qui m'intéressent aussi de par cette fonction. J'ai adoré lire l'étude de mes collègues de l'Université Laval. C'est une étude qui, au niveau de la recherche juridique, est aussi un modèle, une belle étude de littérature, une partie empirique, sondage, analyse des résultats. On laisse de la place aussi à une partie qualitative qui est bien analysée. Donc, c'est une belle étude. Ce que j'en retire pour moi, c'est que les gens se conforment ou se comportent de la manière dont on s'attendrait. Donc, c'est compréhensible que les juristes se recentrent sur les aspects humains de leur fonction. On voit un souci assez clair là, chez ceux qui ont répondu que oui, il y a peut-être une menace ou des changements, mais il va toujours avoir un aspect humain de la fonction et ça, c'est ça sur quoi on doit se recentrer. Et c'est effectivement la bonne approche. Souvent, les juristes ne s'aperçoivent pas nécessairement des changements qui se passent. Moi, j'ai étudié les effets des nouvelles technologies dans d'autres secteurs. C'est toujours la même chose. Il y a une polarisation. Les services se dirigent vers des pôles. Le pôle très personnalisé, très haute qualité, le pôle de masse. Et au niveau réglementation, ça nous pousse à faire un retour au principe et sortir de la réglementation détaillée. Donc, pour les juristes, effectivement, une des pistes, et on le voit, c'est revenir aux valeurs de base. Qu'est-ce que c'est d'être un juriste? Ce que je remarque aussi dans l'étude, qu'on aurait peut-être pu approfondir un peu plus, c'est l'impact distributif de l'automatisation des services. C'est-à-dire que oui, il y a des menaces, peut-être des changements, mais il y a aussi des perspectives intéressantes dans le sens qu'on sait que le système de justice au Québec est un système qui est quand même pas toujours très accessible. On a un peu une Cadillac là, au niveau des tribunaux. Et l'automatisation des services, l'usage de nouveaux outils ouvre la possibilité d'avoir des services où c'est à moindre coût. On peut conseiller les citoyens en s'appuyant sur un travail qui est fait en amont avec un avocat, un notaire qui revise et qui donne rapidement son accord ou ses commentaires sur ce qui sort de l'outil automatisé. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être pu explorer un peu plus. Et je trouve que c'est une excellente idée dans l'étude d'avoir séparé la substance du droit et l'effet sur la pratique. Je vais y revenir dans mes commentaires tout à l'heure sur les pistes d'avenir. Et un clin d'œil en terminant, j'étais surpris de voir à quel point mes collègues professeurs semblaient être au courant de toutes les technologies. Je pense que l'échantillonnage était peut-être un peu limité parce que si je me fie à mon échantillonnage à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, ce n'est pas du tout la même chose. Merci. Peut-être que Mac Grondin voudrait poursuivre sur ses réactions.
Oui, alors j'imagine que je vais me joindre à plusieurs personnes en disant félicitations au professeur Désiel ainsi qu'à Hélène, ainsi qu'à tout le monde qui a participé à l'étude. Félicitations à vous d'avoir organisé ce panel là, qui attire beaucoup de monde. Donc, tant mieux, c'est un sujet qui tombe un peu plus d'actualité. J'imagine que quand le ministère de la Justice a financé l'étude, félicitations pour ça aussi d'ailleurs. Au début, on ne s'attendait pas à la pandémie, donc tout ça nous a permis d'accélérer le tout. Puis j'imagine que Pierre pourra vous en parler un petit peu là, de ce qui s'est passé pendant la pandémie tantôt. Mais c'est un sujet d'actualité, puis je pense que je suis quand même heureux de dire que je ne suis pas particulièrement surpris par les résultats. Donc, ça veut peut-être dire qu'on n'est pas tout à fait déconnecté. Alors, je dirais que si on peut davantage, j'ai vu le mot découvrabilité, c'est la première fois que je le disais là, dans l'étude ou ici, mais ça fait maintenant partie de mon vocabulaire. Donc, sur la question des PDF, des webinaires ou des vidéos, tant mieux si on peut les faire connaître davantage. Donc, je pense que c'est notre responsabilité en tant que cadre professionnel. Et puis, je suis d'accord aussi avec en fait, je ne suis pas surpris de la trouvaille des chercheurs et des professeurs qui nous disent que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et tout ça, c'est beaucoup une question de littérature spécialisée plutôt que de pratique là, pour l'instant. Donc, je ne suis pas tout à fait surpris d'entendre ça non plus. Puis encore une fois, je remercie tout le monde pour leur dévotion dans le cadre de cette étude. Merci beaucoup. Et Maître Rodrigue, est-ce que vous voudriez rajouter au propos de Maître Ronvin? Oui, tout à fait. Et pour dire la même chose que lui comme toujours. Effectivement, moi, je trouve que je salue là, cette étude qui se lit comme un roman, très sérieusement. Est-ce que je suis surpris? Il y a de l'information qui ne m'a pas surpris. Par contre, ce qui m'a étonné, je dirais, c'est qu'on aurait pu penser qu'il y a un écart dans les réponses à certaines questions entre les étudiants, les praticiens et les professeurs. Je ne veux pas renchérir sur ce qu'a dit le professeur Larouche, mais effectivement, on peut être étonné un peu là, de la répartition des résultats. On aurait pu penser que les étudiants qui sont par définition peut-être déjà une petite affaire plus jeune que moi auraient eu, je dirais, un intérêt ou des appréhensions différentes par rapport à les nouvelles technologies. Mais je dénote une chose qui est quand même à laquelle il faut réfléchir. Le fait que malgré qu'elle ait 20 ans, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information est quand même encore une loi qui est très peu connue. Ce qui est quand même un peu surprenant parce qu'à l'époque, là, les gens de mon âge qui étaient dans la fonction publique à ce moment-là se souviennent que ça fait quand même on dit la boucane sortait là, des ministères à ce temps-là parce qu'il a fallu tout adapter nos lois là, à tous les principes qu'il y avait dans cette loi-là, dont les principes d'équivalence fonctionnelle, etc. Et on dirait que tout le monde, ou ça s'est tellement bien intégré que les gens l'ont intégré de façon naturelle, mais c'est quand même un signe qu'une loi aussi importante soit quand même dans le domaine juridique si peu connue. Je suis d'accord également pour dire que les résultats, selon moi, auraient peut-être été différents post-pandémie. Là, on a vécu avec Paul Mathieu de se mettre en urgence dans les services de justice parce que j'étais à l'époque sous-ministre associé des services de justice lorsque la pandémie a éclaté. Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'univers juridique a réussi à passer au travers et à se revirer de bord avec je dirais, une force qui est que je salue parce qu'on n'est pas sorti dans les journaux disant que le système de justice a arrêté de fonctionner, mais on a découvert quand même qu'il y avait deux catégories de juristes, et toutes chez les juges, les avocats, voire même les clients. Il y en a, par exemple, les audiences virtuelles qui se sont mis à adorer ça, la signature électronique, etc., les dépôts des procédures en ligne. Puis il y en a d'autres avec lesquels ça a été une petite affaire plus difficile. On avait déjà commencé à expérimenter la visioconférence, etc. Puis, je vais laisser la parole aux autres également. Il faut comprendre que les technologies de l'information et des communications, comme l'étude le démontre, c'est très large comme concept et la compréhension de ce que c'est et donc les conséquences de ce que ça peut avoir sont différentes d'une personne à l'autre.
probablement, ou d'un groupe de personnes à l'autre, probablement parce que leur compréhension de ce que c'est l'éthique, ce sont les TIC est différente, là. Mais ceci dit, je trouve qu'on a des belles balises. Puis pour nous, évidemment, au gouvernement du Québec et particulièrement dans le travail que j'ai, la formation tout court des gens qui doivent travailler à la transformation numérique est importante et particulièrement la formation des juristes dans ce domaine-là. Et Maître Brunel, peut-être dire quelques mots de votre côté. Oups. Mauvais bouton, ça commence bien. Alors, je vais joindre ma parole à mes co-panélistes. Tout d'abord, pour féliciter l'exercice. C'est une étude qui, à la base, n'amène pas de grandes surprises, mais au moins pour une fois, les arguments sont organisés. On a un texte d'appui qui va nous permettre d'avancer dans nos réflexions d'une manière organisée. Parce que tout le monde savait que oui, ça avait un impact des technologies d'information. Oui, il y avait peut-être des risques. Mais là, au moins, on a un document qui va nous servir de base, en tout cas pour les autres professionnels et le milieu universitaire, je le souhaite. Ça m'amène trois constats ou trois remarques. Tout d'abord, au niveau de la formation pré-admission, nous, déjà, depuis quelques mois, on est à réfléchir au futur profil de compétences recherché pour le notaire. Bien, il est indéniable que les compétences en matière de technologie de l'information et des communications, pas une spécialisation, mais au moins des compétences de base vont devoir être incorporées dans le profil de compétences de base. Et ça, c'est, je pense, un constat qui s'applique autant au barreau qu'à la Chambre des notaires. Deuxième point, si on dit que le profil de compétences doit comprendre des compétences à cet égard-là, bien, ça m'amène un questionnement en tant que directeur général d'un ordre professionnel. On a une responsabilité de former nos membres, mais il ne suffit pas que de les former. Une fois qu'ils sont formés, il faut qu'on contrôle le niveau d'apprentissage de ces formations-là au même titre que les compétences juridiques. Ça veut donc dire que si dorénavant, ce milieu ou ce cadre de travail qui sont les technologies de l'information et des communications fait partie de la réalité des juristes, bien, il va falloir qu'on organise notre mode de surveillance de l'exercice de la profession pour être en mesure d'effectuer un contrôle des connaissances de nos membres par rapport à ces technologies-là, parce que l'étude le soulève bien. Toute la confidentialité liée à la conservation des informations que nos clients nous donnent, bien, c'est un élément fort important. De plus, je vous dirais qu'à cet égard-là, il va falloir qu'on ait des balises bien claires et vous savez, on établit des normes en tant qu'ordre professionnel, mais de bien faire comprendre à nos membres l'importance de respecter ces normes-là, ça va être tout un défi parce que c'est dans notre ADN, c'est le droit. Là, on incorpore des aspects technologiques dans l'exercice de notre profession, dans la prestation du service. Donc, ça devient, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, partie intégrante du travail du juriste. Dernier point, par rapport à la pandémie, je vous dirais que la pandémie nous aura servi dans le milieu de la justice de laboratoire à ciel ouvert. Moi, plus que jamais, je le dis, au sein de la Chambre des notaires, nous avons expérimenté depuis maintenant un peu plus d'un an l'acte notarié technologique sur une base temporaire qui incorpore notamment la signature électronique. La réception est excellente, la réceptivité est excellente, mais les défis que ça met en lumière sont aussi importants. Et donc, c'est un chantier qui ne se limitera pas à quelques mois post-pandémie. Je pense que d'incorporer ces technologies-là dans l'exercice de nos pratiques respectives, ça va être un chantier en continu pour l'avenir. Voilà. Et vous avez parlé, plusieurs d'entre vous, notamment Maître Larouche, disait il faut revenir à l'essentiel, qu'est-ce qu'un juriste? J'aurais envie de vous demander, qu'est-ce qu'un juriste dans le monde des technologies aujourd'hui? Vous mentionnez tout à l'heure, Maître Brunel, qu'il faut intégrer les TIC au droit. Donc, on revient là, sur ce thème-là.
j'aurais le goût de vous demander ce que vous pensez qu'un juriste doit avoir dans le monde des technologies aujourd'hui. C'est quoi le nouveau juriste, par exemple? Ben, écoutez, je peux me lancer. C'est certain que le juriste, ça ne sera pas un spécialiste des technologies, quoique certains juristes le sont, ils le seront, mais on doit avoir des connaissances de base, au moins des réflexes pour être en mesure de s'assurer que notre exercice est fait de manière sécuritaire. Notre utilisation de ces technologies-là est faite de manière sécuritaire et prudente. Parce que le défi, il est là actuellement. Hein. Tout le monde parle d'échange de données. On fait de façon beaucoup plus rapide. Mais est-ce qu'on utilise des courriels sécurisés? On parlait tout à l'heure de l'offre d'info nuagique disponible par l'entremise du barreau, de la Chambre des notaires et des CPA. Est-ce qu'on l'exploite, cette offre-là? Ce n'est pas fait dans le but de générer des revenus supplémentaires aux ordres, c'est dans le but d'encadrer et de protéger nos membres lorsqu'ils utilisent ces technologies-là. Alors, ça sera un processus en continu, mais je vous dirais que moi, le premier, je suis loin d'être un expert, puis je pense que je ne le deviendrai jamais. Maître Larouche, vous vouliez réagir, je pense? Oui, moi, en fait, bon, je n'ai pas le poids des responsabilités qui incombent à mes collègues, donc je vais me permettre de proposer quelque chose un peu plus comme ça, un peu plus ambitieux. Il me semble, à long terme, on pourrait se donner comme ambition que le juriste devienne le maillon fort de l'environnement des technologies d'information. On dit toujours que l'humain, c'est le maillon faible. Bien, le juriste, on pourrait se donner comme rôle de devenir le maillon fort. Donc, la personne qui est capable de signer ou de donner l'approbation en disant toutes ces technologies-là ont bien fonctionné, c'est ce que ça vous prend, c'est le bon conseil que je vous donne, votre document est sécuritaire ou des choses comme ça. Et le juriste pourrait se positionner comme étant la personne qui garantit que tout ça, ça a bien fonctionné. Parce qu'on sait que, comme l'étude le montrait, il y a un problème de confiance, non seulement chez les juristes, mais dans la population en général. Donc, ça pourrait être notre ambition à terme de mettre le juriste plutôt comme maillon fort de tout ça. Et comment vous pensez que le juriste pourrait devenir ce maillon fort-là si on regarde, par exemple, la formation que les juristes ont actuellement dans les universités auxquelles ils ont accès en tant que praticiens? Qu'est-ce qu'on devrait faire de plus pour devenir ce maillon fort-là? Bien, ça implique que le juriste ne devient pas nécessairement un spécialiste de tous les détails des outils technologiques qui sont à notre disposition, mais quelqu'un qui comprend bien comment ces outils-là fonctionnent, quels en sont les avantages, quelles en sont les limites, puis qui est capable de se positionner, elle ou lui, comme étant la personne qui est capable de faire le pont entre les outils technologiques et les besoins, que ce soit du client ou du système de justice. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois, puis je vais en parler tout à l'heure. C'est un peu dans cette direction-là que j'aimerais emmener nos programmes. Je ne sais pas si, avant qu'on passe au deuxième bloc, si Maître Rodrigue ou Maître Rondin, vous souhaiteriez ajouter quelque chose? J'ajouterais quelque chose à la blague, et comme on est un groupe de juristes et que j'en suis un moi-même, je ne voudrais pas que personne n'y prenne ombrage, mais dans tous les projets TI qu'on a amenés, souvent, je dis souvent à la blague que on a, avec les informaticiens ou nos gens de TI, 5 solutions pour un problème, et quand on tombe avec les juristes, ben, on a 5 problèmes pour une solution. C'est correct aussi parce que c'est rassurant de voir que nos juristes, après, prennent les solutions auxquelles on arrive pour nous assurer qu'elles sont parfaites juridiquement. Mais c'est clair qu'actuellement, dans certains projets, on a de la difficulté à avancer en lien avec, je dirais, l'inadaptation du monde juridique aux technologies et aux nouvelles technologies qui s'en viennent. Et jusqu'à maintenant, il faut être conscient, je ne veux pas devancer sur le reste des discussions, là, mais il faut être conscient que les professions juridiques au Québec profitent du fait qu'on n'avance pas à un rythme d'enfer au niveau de notre transformation juridique, il faut se le dire. Et ce qui fait que on s'adapte et on est capable d'avancer, et c'est ce qui ressort un peu de l'étude, et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on dirait que
plusieurs ne voient pas qu'à un moment donné, on va tomber nécessairement, en raison de la pandémie ou pour d'autres facteurs, dans une accélération des transformations numériques partout, que ce soit dans l'industrie privée ou au gouvernement, notamment dans le domaine de la justice, là, où avec le programme Lexis, techniquement, on vise à ce que notre système de justice, dans 5 ans, là, il ne sera plus du tout ce que Champlain a connu. Donc, on est, alors que certains juges disaient à la blague que si Champlain revenait, il s'y reconnaîtrait dans notre système de justice. Et les prochaines années, ça va aller en s'accélérant et on n'est pas équipé actuellement dans le monde juridique là, pour faire face à ça, il faut se le dire. Là. Donc, on a, et dans ce contexte-là, la formation là, et l'évolution du droit est totalement indispensable. Là. Oui, peut-être juste très rapidement, je suis d'accord avec tout ce que tout le monde dit. C'est sûr qu'on essaie de suivre toute la vague en matière de formation. C'est sûr que les avocats, à la base, connaissent leur droit substantif, c'est-à-dire leur droit positif, puis ça demeure la base de leur formation. Puis il y a une partie peut-être de plus en plus importante de technologie qui s'en vient, mais j'ai confiance en la capacité d'adaptation. Il faut savoir qu'il y a eu certaines vagues technologiques, puis on ne retourne pas si loin que ça dans le temps. Là, je dirais une vingtaine d'années. On était dans le courriel. Là, c'est ça qui commençait à ce moment-là. Il faut oublier que c'est ça qui était le cas. Maintenant, évidemment, le fax avant tout ça. Puis là, on a vécu quand même 2 grosses révolutions pendant 2 années consécutives. Là, je dirais 2018 et 2020, la pandémie. Donc, en 2018, il ne faut pas oublier, c'est le plus gros investissement là, de l'histoire en matière de justice au Québec. Là, donc, le 500 millions qui va mener toute la transformation qui est déjà en cours et qui s'en vient. Puis en 2020, peut-être une transformation plus involontaire un peu, donc la pandémie qui nous a mis tous en visio. Puis ça, je ne pense pas qu'on se rend compte de ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand on dit que le système de justice n'a pas arrêté, en fait, il a arrêté. Le jour 1, on ne savait pas où est-ce qu'on était. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si on avait un système de justice ou pas. Heureusement, il y a des gens très intelligents, là, dont Pierre fait partie, plusieurs personnes au ministère aussi, qui ont réagi très rapidement et qui ont travaillé les 24 heures sur 24 heures, puis qui nous ont permis de passer à travers. Mais on est passé de gens dans tout le système de justice qui ne pouvaient plus faire essentiellement de procès ou d'audition. Et en l'espace de quelques semaines, se sont tous retrouvés sur WebRTC, maintenant Teams, puis des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Microsoft Teams, n'avaient jamais entendu parler de WebRTC. Puis aujourd'hui, je veux dire, à peu près tous les avocats du Québec sont à l'aise avec Teams. Donc ça, il faut quand même saluer cette capacité d'adaptation. C'est pour ça que j'ai une confiance raisonnable dans ce qui s'en vient, donc Lexis, greffe numérique, etc. Et puis, on fera la formation qu'il faut là, à ce moment-là, mais j'ai confiance qu'on va passer à travers de la bonne façon. Mais ça m'amène en fait au deuxième bloc qui porte sur les meilleures pratiques et les pistes d'avenir pour la formation des juristes au TIC. Comment vous voyez l'avenir pour la formation des juristes? Parce qu'on comprend là, des discussions précédentes, on est pas mal tous d'avis qu'il faut qu'on se forme davantage au TIC, que ça va avoir une place de plus en plus grande. Alors, comment on y arrive? Je peux peut-être commencer. La seule façon d'y arriver, c'est de s'investir dans la connaissance de ces nouvelles technologies-là. Il ne peut pas y avoir en parallèle la substance de cette connaissance-là, puis le droit en parallèle. Et on le vit là, actuellement. Là, par exemple, on a dans le cadre de notre stratégie de transformation numérique, il y a différents chantiers qu'on met en branle. On va faire bientôt des annonces justement là, sur l'intelligence artificielle, la gestion des données. Et quand on parle de la gestion des données numériques à des informaticiens et à des juristes, on voit tout de suite que la compréhension, là, ces 2 mondes-là, évidemment pas dans votre équipe à vous, là, Patricia, l'équipe de Maître Gingras, là, qui sont notre brigade d'élite là, ici au gouvernement du Québec, là, mais dans notre équipe de juristes,
en particulier voit encore que on fonctionne avec ce sont des documents, hein, on est habitué avec le papier. Dans un monde numérique, ben là, c'est devenu un document PDF ou un document que tu peux voir, puis que donc c'est sécurisant parce que dans le monde numérique, au lieu de le voir sur papier, tu le vois à l'écran. La donnée, ça devient un critère, ça devient comme un concept un petit peu plus ésotérique, là. C'est-à-dire, il n'y a plus de documents, là. C'est qu'à un moment donné, pour traiter un programme, tu vas chercher ta donnée un peu partout, donc qui est dématérialisée, qui se retrouve là, dans un univers que tu n'es plus capable de voir ou de concevoir comme avant, là. Donc, les règles juridiques, on essaye de coller à ça, les règles juridiques là, qui se collaient au papier et aux documents et voire même au principe d'équivalence fonctionnelle de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information qui va peut-être devoir être réévalué. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la protection des renseignements personnels? La preuve, là, on doit prouver quelque chose dans les tribunaux. On va-tu ramasser des bouts de données un peu partout, des 0 puis des 1, puis on va déposer ça devant le tribunal? Je badine un peu, mais et on se rend compte que cette méconnaissance des juristes de cet univers-là, il va devoir être, il y a un investissement qui va devoir être fait par une certaine catégorie de juristes parce que je suis d'accord que les technologies de l'information ne vont pas bouleverser l'ensemble des domaines du droit là, au cours des prochaines années. Là. Je ne crois pas. Mais pour ceux qui voudront se spécialiser dans ce domaine-là, ça va prendre un investissement, autant comme les gens qui sont les juristes qui œuvrent dans le domaine des affaires ou du droit bancaire ont une connaissance plus fine là, de leur domaine d'activité. Là, au niveau de la recette, il n'y a pas non plus, c'est pas très complexe, mais ça va prendre des juristes qui vont avoir l'intérêt de s'investir pour comprendre qu'est-ce que ça signifie, les chaînes de blocs. Là, il y a déjà à l'Université Laval des gens qui travaillent ça dans la chaire. Donc, on ne pourra pas faire l'économie de cet investissement-là dans les technologies. Est-ce que, Maître Brunel, vous souhaiteriez nous dire, en fait, comment vous envisagez la formation des juristes pour les prochaines années, pour justement développer davantage les TC, si vous voulez rajouter autre chose au propos de Maître Rodrigue? Bien, écoutez, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire comment on anticipe la formation, mais une chose est certaine, vous savez, on avait déjà, il y a quelques temps, conçu à la Chambre des notaires des capsules pour sensibiliser les notaires à l'utilisation, par exemple, du courriel sécuritaire, de faire attention quand vous envoyez des documents. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'un juriste qui a toujours évolué dans le monde du droit tel qu'il le connaît avec du papier, du jour au lendemain, subit une formation de 15 minutes sur une capsule, une auto-formation, et il maîtrise les concepts. Donc, je pense qu'on va devoir revenir à des formations peut-être plus pratico-pratiques auprès de nos membres. Puis évidemment, là, je n'adresse pas la question de la formation pré-admission à ce niveau-ci, mais il va falloir qu'on insiste et que donc, et j'aimais la suggestion qui apparaissait dans l'étude, que dans nos programmes de formation continue, le volet des technologies devienne un pan de ces volets-là obligatoire, qu'on adresse ça, que chacun soit, sans être un spécialiste de chaque technologie, soit au moins au fait de la base du fonctionnement. Et j'aimais bien tout à l'heure la suggestion de Pierre Larouche, c'est qu'en fait, le juriste devient le certificateur dans la chaîne que le processus s'est bien déroulé et que oui, on a une transaction, par exemple, faite virtuellement, qui rencontre toutes les règles de sécurité. Et le cadre juridique est bouclé. Donc, que le juriste devienne un peu, sans dire le grand maître, mais au moins le coordonnateur de l'utilisation des technologies de l'information dans l'environnement juridique et non pas l'inverse. Donc, qu'on devienne tributaire des technologies de l'information pour qu'on les maîtrise un peu plus que c'est actuellement. Et à ce moment-là, je pense que toute la valeur ajoutée du juriste est maintenue et il n'y a pas de crainte à avoir à savoir est-ce que les technologies de l'information vont remplacer le juriste. Au contraire, le rôle conseil, le rôle d'accompagnateur sera toujours là et c'est là qu'est la valeur ajoutée.
évidemment, moi, je me plais à dire du notaire, mais de l'avocat également, dans cette chaîne-là de l'utilisation des technologies de l'information. Vous parliez tout à l'heure, Maître Brunel, de contrôle, parce qu'en fait, de former, ça vient aussi avec le pendant de contrôler. Vous mentionnez que justement, une formation obligatoire pourrait être une avenue. Est-ce que je comprends que ça passerait par ce genre d'exercice-là, en fait, le contrôle? Sinon, comment vous envisageriez de contrôler les compétences ou les connaissances des juristes en matière de TIC? Bien, ça voudrait dire qu'on devrait revoir nos programmes de surveillance, hein, donc ce qu'on appelle communément l'inspection professionnelle. Mais ce que ça veut dire, c'est que notre profil même d'inspecteur va devoir évoluer parce que l'inspecteur qui a toujours inspecté un dossier de vente traditionnelle va peut-être falloir qu'il inspecte en amont toute la chaîne de sécurité de l'utilisation des technologies de l'information, ou peut-être qu'on aura besoin d'inspecteurs techniques, donc spécialisés dans le domaine des TI à ce moment-là. Mais la question se pose. Est-ce que j'ai la réponse aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas, mais la question, elle est sur la table, tout à fait. Et l'étude a contribué à alimenter un peu plus à l'avant ce questionnement. Merci. Peut-être que Maître Grondin voudrait ajouter à savoir comment, par exemple, le barreau voit... en fait, c'est quoi les chantiers que le barreau pense pouvoir mettre de l'avant, justement, en parallèle là, avec ce qui nous a été présenté par Maître Brunel? Oui, bien, je vais essayer de rester plus large là-dessus, là, parce que c'est clair qu'on veut que notre formation, ça rime avec la réalité de ce qui se passe sur le terrain, avec les changements qui viennent. Donc, je de rester sur cette généralité-là. C'est certain que c'est de notre volonté. Il n'y a personne qui peut éluder l'impact des technologies d'information. Puis clairement, c'est une question qui intéresse les juristes, même si ce n'est probablement pas la première raison pour laquelle ils vont en droit habituellement. Mais c'est clair qu'il faut que, je veux dire, c'est 100% le rôle de l'ordre professionnel. J'imagine que ce soit les notaires ou que ce soit les avocats, que les juristes soient formés en matière de technologie d'information. Donc, je pense que nous, on doit en prendre la responsabilité. On doit offrir un nombre de formations qui est suffisant, qui est adéquat, puis peut-être allant en grandissant à mesure qu'on va connaître, si vous voulez, les détails du projet Nexus, par exemple, sa mise en œuvre, etc. Je pense qu'il va falloir qu'on s'adapte relativement rapidement, mais encore une fois, j'ai confiance que ça va bien se passer, là, tout ça. Et peut-être en terminant, Maître Larouche, si vous voulez réagir avant qu'on passe aux questions là, des participants. Oui, bien sûr. Donc, je vais lever le voile un peu peut-être sur les discussions qui ont cours à la faculté pour l'instant. Et ce que je vais vous dire représente quand même beaucoup mes positions personnelles. Donc, comme je vous mentionnais, j'aime bien dans l'étude qu'on distingue entre la substance et les effets d'éthique sur la pratique. Donc, sur la substance, moi, je pense qu'un enjeu crucial, c'est d'éviter une répétition d'une erreur stratégique qui a été faite il y a 30 ans lorsque l'Internet est arrivé. Il y a eu des débats dans la littérature, tout ça, puis on s'est envoyé dans la direction d'un cours de droit de l'Internet, droit du cyberespace, tout ça. Donc, on a parqué ça dans un cours séparé. Pour moi, c'était une erreur stratégique. Ça nous a pris 15 ans s'en sortir pour se rendre compte que l'Internet, ça touche tous les aspects du droit. Puis c'est la même chose pour les technologies qui arrivent maintenant. Moi, je vais insister auprès de mes collègues que, bon, le blockchain, la chaîne de blocs, si ça a un impact en matière de transactions immobilières, bien, ça va dans les cours de droit des biens et ainsi de suite. Parce qu'il y avait un problème plus profond, c'est que lorsqu'on a introduit l'idée du droit du cyberespace dans les années 90, on a aussi introduit l'idée que c'est une feuille blanche. Il n'y a pas de droit. Puis ça a placé les juristes dans une position un peu d'infériorité ou d'ignorance face à ce qui se passait. Et pour moi, c'est vraiment important dans notre formation de changer ça, puis d'apprendre aux juristes, vous devez vous tenir debout. Ce n'est pas parce qu'il y a des nouvelles technologies que le système juridique disparaît ou qu'on est dans un vide juridique total. Non, il faut s'adapter. Il faut reculer pour mieux avancer, et ainsi de suite. Et c'est très important pour moi que sur le fond, nos étudiants n'aient pas cette idée qu'on avait il y a 30 ans que c'est une feuille blanche, il y a des technologies qui arrivent, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, et ainsi de suite. Je travaille beaucoup dans des groupes de discussion en matière d'aspects éthiques de l'intelligence artificielle, par exemple, puis on voit, les juristes, on est en train de
complètement manqué le bateau. On laisse, ça passe comme des questions d'éthique, alors que c'est des questions juridiques de base. La protection des données personnelles en matière d'intelligence artificielle, ce n'est pas juste une bonne idée éthique. Il y a des cadres juridiques, il faut les respecter. Donc, les juristes ne sont pas là. Puis je veux absolument qu'on change ça dans notre formation. Sur le deuxième aspect, l'aspect pratique, méthodologie, moi, je pense qu'il faudrait se concentrer sur l'espèce de niveau intermédiaire. C'est évident que, puis, dans ce sens, l'étude est précieuse. On nous indique que les étudiants doivent être bien formés en matière d'instruments de recherche, instruments de rédaction. On va le faire. Les instruments de gestion des cabinets, avec respect, je pense que c'est plutôt pour le barreau et la Chambre des notaires de s'en occuper. Mais on va former, mais surtout, il faut former les étudiants à savoir qu'est-ce qu'ils font les instruments de recherche, qu'est-ce que ça produit. Et ça nous amène à la question qui a été soulevée par le professeur Désiel, le regard critique. Mais qu'est-ce que c'est le regard critique? Et ici, je pense qu'il faut évoluer aussi. Le regard critique, ce n'est pas seulement toujours poser des questions, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est correct, tout ça. Mais dans le contexte actuel, il faut des fois retourner le regard critique à l'envers. Et le regard critique, ça devient plutôt une recherche de qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est vraiment la bonne source, qu'est-ce qui est autoritaire, qu'est-ce qui fait autorité, pardon, plutôt. Et on le voit avec nos étudiants maintenant, on est dans la génération de Google. Pour moi, c'est un gros effort de convaincre les étudiants juste de sortir de Google pour faire des recherches sur d'autres banques de données. Et Google, c'est l'horizontalité. On est enseveli sous les sources. Et ces sources-là, on n'a aucune idée. Ça peut être une feuille qui a été écrite par un cabinet d'avocats en Angleterre, puis soudainement, on met ça dans un travail où un étudiant pense que c'est une bonne idée, c'est une autorité. Bon. Donc, il faut enseigner aux étudiants qu'est-ce que ça fait un moteur de recherche, où est-ce que ça nous amène, et surtout redécouvrir ou reprendre le contrôle de l'information. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, comment distinguer. Et comme on sait tous, c'est un problème énorme de ces temps-ci. Et ça m'amène donc à la question de l'interdisciplinarité, qui est aussi tout à fait centrale à tout ça. Puis on le mentionnait, pour moi, ce à quoi on peut aspirer au niveau du baccalauréat, c'est vraiment de former les étudiants à dialoguer avec d'autres disciplines, pour plus que le juriste soit celui qui arrive à la fin du parcours puis qui dise aux ingénieurs, écoutez, ça ne marche pas votre truc. On ne se fait pas beaucoup d'amis avec ça. Et il faut être capable d'aller parler à d'autres scientifiques, à des ingénieurs, à des informaticiens, à des gens en sciences de la santé aussi, puis leur expliquer qu'est-ce qu'on fait comme juriste, comprendre ce à quoi ils s'attendent, comment eux, ils voient le monde, comment elles voient le monde, puis surtout leur faire comprendre comment nous, les juristes, on voit le monde. Et ça va être un grand défi de notre formation. Donc, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Il est presque 1h15. J'inviterai les participants qui ont des questions à les poser dans le forum de discussion. Vous avez accès là, dans le bas de la plateforme Zoom. Vous pouvez envoyer à tout le monde. Là, je vois qu'il y a des commentaires, mais je n'ai pas vu de questions jusqu'à maintenant. Puis, il y a une personne qui a la main levée. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas de... En fait, Pierre-Luc, est-ce qu'on peut débloquer? Ah, parfait. Je vous laisse poser votre question. Merci de me permettre de poser la question verbalement. En tant que futur client d'un avocat dont on aura besoin quand nos droits à la vie privée seront bafoués, qu'est-ce que le droit va être en devenir et le droit va se construire présentement parce qu'il n'y a pas de loi qui nous permette d'avoir la certitude que nos droits à la vie privée vont être respectés. Je vais vous donner un exemple. Dans la 5G, il va être question d'installer des capteurs un peu partout. Est-ce que la personne qui donne la permission d'installer le capteur sur sa maison, ça devient une servitude en soi, puis que la maison est attachée avec une servitude? C'est juste un exemple, mais c'est important pour nous de savoir comment va se construire le droit dans ce monde où le droit n'est pas rendu là. On est rendu seulement à l'instrument, à l'objet que représente la technologie pour être un outil, mais pas ses conséquences.
Puis, est-ce qu'il y avait, dans le fond, votre question, c'est de savoir comment le droit peut s'adapter. Comment va se construire le droit dans ce domaine-là de la personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est la protection à la vie privée. Il n'y a rien pour nous protéger présentement. Comment ça va se construire, là? Est-ce qu'on va être capable d'aller voir un avocat demain matin pour dire moi, je ne suis pas d'accord avec la 5G qui s'installe en avant de chez nous. Je considère que vous enfreignez ma liberté. Comment on... Parce que en dernier ressort, là, quand les décisions politiques sont prises, on se fie aux tribunaux pour nous entendre. Est-ce que le droit est en mesure de nous entendre présentement? Je peux peut-être m'immiscer dans la conversation pour répondre à la question, parce que mon champ d'intérêt premier est la protection des renseignements personnels et la protection au droit à la vie privée. Donc, je crois que c'est une question qui est très importante et très pertinente, en fait. Donc, peut-être simplement à titre informatif, parce qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais on va y revenir, mais je veux quand même prendre le temps de répondre à votre question. Il y a des lois au Québec et au Canada qui nous protègent, qui protègent le droit à la vie privée, qui protègent la protection des renseignements personnels. Il y a des lois québécoises, il y a des lois fédérales, il y a des lois pour le secteur public, il y a des lois pour le secteur privé. Le droit à la vie privée est aussi dans la Charte québécoise et à l'article 8 aussi de la Charte canadienne. Et peut-être juste pour répondre à votre question, il y a d'importants projets de loi, de modernisation de nos lois sur la protection des renseignements personnels au Québec et au Canada. Donc, il y a le projet de loi 64 au Québec qui vient moderniser notre loi pour le secteur public et le secteur privé. Et le projet de loi C11 au niveau fédéral qui vient changer la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, donc la loi sur le secteur privé. Donc, il y a des initiatives très importantes qui viennent construire sur les acquis qu'on a déjà en matière de protection des renseignements personnels. Est-ce qu'on adresse spécifiquement, ou on porte attention spécifiquement sur le 5G, la problématique du 5G? Non, mais on s'est articulé autour de la notion de quel type de finalité devrait être jugé comme étant raisonnable ou acceptable dans les circonstances. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a des instruments juridiques et oui, ces instruments juridiques-là sont en train d'être modernisés. Merci, professeur Désiel. Alors, on a une question de M. Saint-Exupéry dans le chat. Qu'en est-il de la récente loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice relativement aux cliniques juridiques et aux règlements à être adoptés par les ordres professionnels? Je ne sais pas si l'un de nos panélistes ou le professeur Désiel souhaiterait rebondir sur la question. Je vais peut-être me permettre rapidement. Donc, essentiellement, le projet de loi 75 demande aux ordres professionnels d'adopter un règlement quant à ces cliniques juridiques-là. Il y a un délai de 6 mois pour ce faire. Ce délai-là, les choix est échu, par contre, vers le mois de juin. Si je ne me trompe pas, l'échéance est en juin. Et on est tous en train de travailler sur la question. Les ordres professionnels, les universités, on est tous dans la rédaction en ce moment. Parfait, merci. Je confirme les propos de Paul Mathieu. On est au même niveau. On travaille les deux ordres en collaboration avec les universités. Parfait. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Alors, il nous reste quelques minutes avec les panélistes. Si un ou une des participantes souhaiterait partager sa question. Sinon, j'aurais envie, en attendant que les questions se manifestent, de savoir si l'un ou l'autre de nos panélistes aimerait nous entretenir de défis ou d'enjeux que l'étude ne soulève pas, mais que vous jugez importants. Je sais qu'on a abordé certains aspects, mais je me demandais si vous auriez des éléments à ajouter qui pourraient nous permettre peut-être des éléments qui seraient peut-être à approfondir là, dans, que sais-je, une prochaine étude ou des démarches complémentaires éventuellement. Moi, ce serait simplement une observation. Oh, ben, allez-y, maître. Non, allez-y, cher collègue notaire, je vous cède la parole. C'est une simple observation parce que je prépare une autre présentation vendredi à l'Union internationale du notariat, puis je fouillais les écrits du passé et je vais faire un petit parallèle comique. Quand est arrivée la dactylo, les notaires se sont interrogés à savoir est-ce qu'on n'altérait pas le fondement même de la profession notariale. Ça a été la même chose quand les photocopieurs sont arrivés.
Quand les fax sont arrivés, on s'est aussi questionné. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est à un tournant de nos pratiques respectives avec un nouvel environnement, mais dans quelques années, on se félicitera d'avoir pris le virage et plutôt que d'avoir attendu et d'être traîné de force. Et l'étude nous fait prendre cette conscience-là qu'il ne faut pas attendre. Il faut aller de l'avant pour le futur de nos professions respectives. Peut-être que ce que j'ajouterais, quand on regarde l'étude, c'est que on ne part pas, puis je vais renchérir sur ce que mes coparticipants ont dit tout à l'heure, c'est qu'on ne part pas à zéro au Québec là, en matière du droit des technologies de l'information. Là, moi, je me souviens lorsque les travaux visant à faire adopter la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, certains juristes poussaient les hauts cris en disant, bien, écoutez, il y a tout ce qu'il faut dans le Code civil là, pour régler les problèmes. C'est essentiellement un problème de gestion de la preuve et le Code civil, on règle tous ces problèmes-là. Il y a eu la loi concernant le cadre juridique qui est arrivée et il reste qu'on a beau dire ce qu'on voudra, on est en 2021. À ma connaissance, il y a quand même peu de problèmes juridiques au Québec qui n'ont pas été réglés en raison de l'inadaptation du droit. Maintenant, on voit très bien que, c'est pour ça que moi, j'ai été étonné du résultat de l'étude quand il disait à peu près, il y avait consensus à l'effet que les nouvelles technologies n'auraient pas d'impact sur le fonctionnement des tribunaux. C'est sûr que si on est avant la pandémie, c'est une façon de voir les choses et après la pandémie et avec Lexus, dans 3-4 ans, ça va être quelque chose de différent. Mais je crois que c'est Paul Mathieu qui disait le droit s'adapte. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est jusqu'où. Il y avait la question de Madame pour le 5G. Là, il faut voir jusqu'où le droit actuel est capable d'aller dans le cadre d'une interprétation, je dirais, qui est correcte là, de ces lois-là et comment il va falloir qu'on fasse évoluer notre cadre juridique là, au cours des prochaines années pour y faire face. Mais au départ, ce que ça prend, c'est une connaissance technique aussi de tout ça parce que le 5G, il y en a-tu un problème avec le 5G? Au départ, là, touchant à la protection de la vie privée, toute la question des objets connectés, j'étais surpris de voir que chez les jeunes, les étudiants, il y a comme moins, il associe moins les technologies de l'information aux objets connectés, mais on n'est plus dans le courriel. Tu sais, déjà, le courriel, c'est désuet, on ne parle même plus des textos. On est l'univers technologique, ça va être plus tard les objets connectés, les dommages qui peuvent être causés à la limite peut-être physiquement des objets connectés dont on va perdre le contrôle au cours des prochaines années, etc. Et peut-être qu'avec le temps et l'évolution des technologies, on va se rendre compte que notre droit n'est pas adapté. Fait que moi, je pense qu'on a je suis d'accord avec Paul Mathieu, on s'est adapté là, jusqu'à maintenant, mais là, c'est sûr qu'il est temps maintenant. Je pense que cette étude-là arrive au bon moment parce qu'on est à la croisée des chemins, là, parce qu'il va y avoir des projets au cours des prochaines années, puis on le voit, là, je veux dire, même si on ne voulait pas évoluer, on est poussé, on est un petit grain sur la planète. Il va falloir qu'on suive le mouvement partout. Là. Donc, et puis la formation, ben nous, on a déjà, vous le savez, une entente avec l'Académie de transformation numérique à l'université pour former un ensemble de groupes de personnel du gouvernement, notamment en matière de cyberattaque, de cybersécurité. Mais moi, je pense qu'on en est là à former également des cohortes de juristes qui vont, sur des domaines spécifiques du droit, vont pouvoir se former et ajouter à leurs pratiques actuelles. Donc, ce n'est pas de virer complètement les pratiques de tout le monde, mais je pense qu'il faut rajouter, comme on doit le faire avec nos conseillers en architecture de sécurité, puis tous les groupes de personnel que nous avons actuellement dont il faut rehausser les compétences. Mais les juristes, on est là et l'étude démontre que c'est quelque chose qui devient essentiel. Parfait. Alors,
le panel tire à sa fin. On avait une dernière question dans le chat. Alors, compte tenu qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais la lire et la renvoyer à Pierre-Luc Désiel pour qu'il termine en même temps et qu'il conclue l'événement. Donc, c'est Maître Cyr qui demande, à la suite du commentaire du professeur Larouche, on peut vous entendre un peu plus sur l'impact des TIC et non pas sur la pratique en elle-même, mais sur le contenu du droit dans des domaines autres que les domaines spécialisés des technologies. Oui, ou je ne sais pas si Pierre voulait répondre rapidement à la question, vu que ça porte sur un point qui est soulevé. Où j'y vais? Moi, je vais réitérer ce que je disais. Peut-être que c'est vraiment, pour moi, puis c'est quelque chose dont on discutait là, il y a une minute, c'est une question de la capacité d'adaptation du droit, mais aussi la capacité des juristes de concevoir le droit comme quelque chose qui peut s'adapter. Donc, on n'a pas toujours des règles immédiatement disponibles, sinon il faut retourner ou revenir aux principes. Puis ensuite, les règles, elles finissent par arriver, les règles précises. Mais c'est important de propager ce message-là parce que les autres disciplines ont tendance à voir le droit comme étant un jeu de règles très précises qui nous donne une réponse oui, non, blanc, noir. Et si les juristes se laissent prendre au jeu, on est dans une situation où le droit va toujours être en retard par rapport à l'évolution technologique. Alors que si on se rabat sur les principes, sur des grandes lignes, on peut toujours avoir une piste en attendant d'avoir des règles plus précises. Alors, je vais peut-être, pour conclure, continuer. Je vais essayer de prendre la question, de prendre ce que mon collègue Pierre Larouche vient de dire pour essayer de formuler une conclusion derrière tout ça. Alors, la question des cours qui ne sont pas directement intéressés aux technologies de l'information, c'est quoi la place qu'on va qu'on leur donner? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe déjà là? Et puis, une des grandes questions qu'on s'est posées et qui est arrivée souvent dans les groupes de discussion et dans les entretiens, c'est de dire, les professeurs, les technologies, c'est un petit peu comme Pierre disait avec l'Internet, ça touche à tous les domaines finalement. Il peut y avoir des enjeux technologiques en environnement, en biens, en obligations, en plein de choses finalement. Et que, grosso modo, les professeurs sont spécialistes dans leur domaine, devraient être à jour dans leur domaine, et lorsque ces impacts technologiques-là se font sentir, les présenter à la classe, et donc qu'il y aura naturellement l'émergence de ces problématiques technologiques-là, finalement, au sein de cours qui ne sont pas des cours, finalement, qui sont spécialisés ou qui s'intéressent exclusivement aux technologies de l'information. Et donc, il faut nourrir en quelque part cet appétit des professeurs pour les technologies pour que ça incorpore finalement les cursus plus traditionnels. Une des choses qu'on a beaucoup vues, par contre, dans les groupes de discussion, c'est qu'il y a plusieurs professeurs, justement, qui nous disaient mais moi, aller creuser l'enjeu technologique ou commencer à expliquer ou exposer cette technologie-là, j'ai de la difficulté. Peut-être que je me sens un peu comme un imposteur. Il y a certaines personnes qui nous ont dit ça. Je ne vais pas être la personne qui commence à expliquer exactement comment fonctionne l'info nuagique ou comment fonctionne l'intelligence artificielle. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. J'aurais peur de pas de dire des bêtises, mais de ne pas être compétent sur ce domaine-là. Je ne suis pas un spécialiste en techno, je suis un spécialiste en droit, donc je ne me sens pas compétent pour dire ça. Puis donc, ça amène peut-être encore une fois que même cette formation-là qu'on développe en 3 temps s'applique pas juste aux praticiens, aux étudiants, mais aux profs eux-mêmes aussi, finalement. C'est-à-dire de peut-être pas avoir cette confiance en ces technologies-là non plus, mais de nourrir leur confiance en eux-mêmes pour essayer de prendre à bras le corps. Donc, Pierre parlait tout le temps de faire du juriste un maillon fort. Il faut avoir cette confiance-là aussi en soi pour devenir un maillon fort et de aussi avoir la confiance en l'autre, de peut-être dialoguer, finalement. Donc, moi, j'essaie de faire venir dans mes cours des personnes du département d'informatique, du département d'intelligence artificielle, puis de pouvoir dialoguer ou échanger avec eux, finalement. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, ça ne s'applique pas juste pour les praticiens et les étudiants. Pour les profs, c'est tout à fait vrai aussi. Et donc, il y a encore cette notion de confiance, mais ça s'inclut dans une perspective de confiance en soi, mais confiance en l'autre aussi, qui favorise peut-être un peu cette interdisciplinarité-là dont Pierre faisait état plus tôt. Donc, j'espère que ça répond aussi à la question de Hugo. J'espère aussi que ça fait une petite conclusion qui reprend certains des thèmes phares de notre étude. Donc, il nous reste 1 minute. Je suis très content qu'on arrive
au bout de cet exercice-là à temps, à jour. Donc, il me reste juste à vraiment distribuer des merci. Vous vous doutez sans doute que je suis très content de l'événement d'aujourd'hui. Donc, je veux vraiment remercier nos panélistes, Maître Gingras, Maître Larouche, Maître Rodrigue, Maître Brunel, Maître Grondin. C'était très apprécié de vous avoir avec nous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été là. Et notre doyenne, Anne-Marie Laflamme, et le maître Patrick Gingras aussi de nous avoir aidé à organiser cette journée aujourd'hui. Et merci aussi, évidemment, à tous les participants et participantes qui ont été là. C'est vraiment toujours apprécié de pouvoir dialoguer ou débattre devant des personnes. Et peut-être que justement, le fait de pouvoir faire ça par Zoom permet d'avoir un peu plus de monde autour de la table, nous permet de se réunir. Peut-être que ça aurait été plus compliqué d'organiser ça en présentiel. Donc, voyons aussi les opportunités qui s'ouvrent à nous avec les nouvelles technologies. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. C'était très agréable et j'imagine qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, un très bon début de semaine aussi. Merci.